Bonjour et bienvenue sur 48 FM. Vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, votre podcast hebdomadaire de cinéma. Bon jeudi, bonjour les copains. Bonjour. Aujourd'hui, comme dit le gâché la semaine passée, ça va faire bibi boubou bab bou, bou, bou. J'essaie de faire des bruitages, mais ça ne pas grand chose. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un film majeur, malgré l'appréciation de certaines autour de la table, donc, du cinéma qui est Blowout, l'un des chefs-d'œuvre en tout cas de De Palma, considéré comme son plus grand film formel. On va en parler en long, en large et en travers, mais avant, petite question qui change de d'habitude. Quel est le film de De Palma que vous voudriez voir ou revoir si vous pouviez? Je dis voir ou revoir parce que De Palma, c'est pas une filmographie apparemment qu'on connaît en gros. Enfin, on connaît certains films qui sont majeurs. Je vous en ferai un petit débrief après. Mais si je vous dis De Palma, vous pensez surtout à normalement Carrie, Oui. Scarface et Mission Impossible, qui sont quand même ces trois gros films qui ont fait beaucoup d'entrées. Et voilà, si vous êtes un peu plus critique, enfin, si vous vous intéressez un peu à la critique cinéma, vous allez sûrement entendre L'Impasse ou Carlitos Way, qui est un gros film aussi qui est important, Les Incorruptibles, qui est aussi un très gros, et évidemment Blowout. Voilà. Mais Snake Eyes aussi qui me tente beaucoup. Snake Eyes, ce serait le Ouais. tien? Ouais, je pense. Mais en fait, j'ai vu la scène du plan séquence truqué. Du plan séquence, Ouais. qui me donne extrêmement envie. Oui, en plus avec Nicolas Cage dans le rôle principal, c'est quelque chose. Fais dire ton prénom. Ah, c'est Eva. On t'écoute, Héloïse. Mais moi, du coup, c'est Héloïse, effectivement. Moi, Phantom of the Paradise, ça me botte énormément. Voilà, parce que je trouve que ça a l'air assez excellent. J'avais commencé et j'ai dû terminer pour je ne sais plus quelle raison. Et ouais, je dirais celui-là. Ou peut-être Carrie, mais celui-là pour être original, car she's so different. Voilà. Feliciente? Bah moi, je suis pas très différent parce que je regarde là. Faut savoir que je ne connais pas Brian De Palma. Enfin, je le connais, mais je veux dire, je n'ai pas vu un film de plus que Blowout et Scarface quand je devais avoir 14 ans. Donc, Un voilà. qui tente, c'est plus ça alors. Un qui me tente, je dirais oui, Phantom of the Paradise, ça a l'air superbe. L'affiche est délicieuse. Et, non, mais vraiment. Le film est à l'image de l'affiche. Et donc, j'irai voir ça au plus vite. Et, oui. En plus, c'est rapide, hein, c'est 1h27 de film, ça se Ça, laisse on regarder. adore. Ouais. On adore. C'est vrai que c'est sous-estimé, hein, mais la durée d'un film, ça impacte quand même beaucoup sa réception. Ah oui, totalement. oui. Si un film de merde dure 2h45, c'est entre un truc qui nous fait perdre 2h45 de notre vie ou 1h30, voilà. De ouf, Mhm. 100% d'accord. Et toi, Lucie, donc. Bah pareil, Phantom of the Paradise, je pense. Et Carrie aussi. Mais voilà, j'ai trop rien à ajouter. Oui, moi j'en ai regardé beaucoup du coup pour aujourd'hui. Vu que c'est moi qui fais la chronique sur De Palma, donc valait mieux. Mais ouais, celui qui me tente et qui me reste encore à voir, il me reste Les Incorruptibles. Il paraît qu'il est vraiment majeur dans son cinéma, donc je me dis qu'il faudra quand même que je le voie. Et Fury, qui est apparemment la suite indirecte de Carrie, qui m'intéresse aussi. Oui, apparemment, j'en parlerai après, mais c'est un peu un film de. Comment dire, surnaturel, où en fait les enfants ont des super pouvoirs et ce genre de trucs. Ça a l'air vraiment fun. Ouais. Stylé. Je rebondis parce que je viens de voir le Dahlia Noir qui a l'air pas mal aussi. Ouais, non. Ah, c'est de la merde? Ouais. Ok, bon, bah voilà. Ouais. Je me lancerai pas là-dedans. Voilà. Si t'as envie de regarder par rapport au livre, si tu l'as lu, pourquoi pas, mais ça va juste te faire dire que le livre est quand même beaucoup mieux, quoi. Ok, bon, bah voilà. Mais effectivement, ouais. Bref, commençons en trompe. Et qui dit Blowout dit De Palma. Qui dit De Palma dit. Lucie. Demi-bonnette. Pourquoi pas, Movie Brats, ça fonctionne aussi. Et donc, on va vous parler un peu des Movie Brats. Et c'est Lucie qui s'y colle. Alors, donc, c'est un groupe de cinéastes. Purée, je m'y attendais pas, tu m'as pris par surprise, Marco. C'est un groupe de cinéastes qui va arriver dans les années 60 et qui va vraiment mettre fin au système classique des studios hollywoodiens, qu'on va du coup appeler, une fois qu'ils sont arrivés, le vieil Hollywood, et eux, ils vont instaurer le nouvel Hollywood. Et donc, ça va arriver, ce groupe, ils vont surtout être actifs pendant les années 60 aux années 80. Et en fait, c'est juste un groupe d'amis qui va rêver d'élaborer des œuvres ensemble et de vraiment partager ce travail de réalisation. Et du fait de leur partage de compétences, et je vais approfondir un peu plus ça par la suite, il y a vraiment une esthétique commune qui va en résulter. On va voir dans les films qu'ils font, il y a toujours un peu une vibe assez similaire, bien que chacun ait son propre style, on reconnaît toujours qu'il y a des points communs, etc.
Et donc, oui, ils vont vraiment moderniser la manière de produire les films à Hollywood et établir vraiment une véritable contre-culture face à ce qui est établi à l'époque. Oui, c'est intéressant Euh, par rapport à ça parce que désolé de te couper, mais c'est vrai que juste avant, il y a par exemple Denis Hooper qui arrive avec, je sais pas si vous l'avez vu, Easy Rider et tout ça, mais là qui Bien se met sûr. en opposition par rapport au studio Ouais. mm, et eux arrivent à vraiment faire cette frontière entre studio et film Mhm. d'auteur. Ils sont vraiment entre les mm. deux, c'est ça qui est intéressant. Ouais, de pouvoir faire quelque chose de différent toujours dans. Et que les studios disent, ok, bah vas-y, fais ton c'est truc ça. différent Dans qui Hollywood, fonctionne. quand même. Complètement. Là, C'est révolutionnaire tout en n'étant pas contre le système. C'est Mm. la subtile nuance qu'ils avaient à avoir. Mais vas-y, vas-y. Complètement. Et donc ça arrive, comme je l'ai dit, dans les années 60, et c'est à l'époque où la télévision apparaît, et c'est vraiment un coup dur pour l'industrie cinématographique, qui va du coup devoir changer sa manière de faire pour concurrencer en fait le petit écran. Donc ils vont commencer à faire des films plus extraordinaires, avec des films de grands spectacles, des décors magistraux. Ils vont aussi commencer à faire des comédies musicales. On va beaucoup expérimenter sur également les couleurs. Parce que c'est l'un des avantages du cinéma sur la télé, c'est que la télé c'est encore un petit écran, donc c'est moins impressionnant, et surtout c'est toujours encore en noir et blanc. Mais malgré tous ces efforts de l'industrie cinématographique, la fréquentation des cinémas va continuer de baisser. Ça va engendrer des coupes budgétaires importantes et des difficultés de plus en plus marquées pour les majors de Hollywood. Et donc c'est dans cette période de vide, vraiment de creux, qui va permettre à cette nouvelle génération de cinéastes, donc des années 60, d'émerger et d'implémenter en fait une nouvelle manière de faire du cinéma pour essayer d'avoir une deuxième chance et de faire rebondir l'industrie. Bah oui, on peut faire écho avec la situation de maintenant, les cinémas qui sont un peu en crise aux États-Unis, mais en Complètement. crise majeure. Ouais. Je sais pas si vous avez vu récemment, mais à Cannes, enfin pardon, à Toronto, donc lors d'un festival, ils vont sortir un film en 1.5. Ils vont Oh. faire un film qui sera diffusé en 1.5 pour attirer la jeunesse parce qu'ils savent plus quoi faire pour les attirer. Mm. Ils disent que Oh bah. vu qu'eux regardent sur leur téléphone majoritairement, apparemment, enfin les chiffres, Oh on les connaît pas là. du tout, en 1.5, et ben c'est la réalisatrice, En donc mode c'est plus rapide, genre. Ouais, c'est ça. Mais en ça, 1,5, mais oui, c'est c'est ça, ça, en c'est ça. vitesse c'est fou. 1,5. Mais ouais. wesh. Ah, c'est fou. Oui, Non, j'avais oui. pas vu. Ah, vous avez pas vu la Ah news? non. Ah, Et ça a waouh. fait un tollé, évidemment. Ah bah oui. C'est en train de. Mais la réalisatrice, donc, ce qui est intéressant, c'est pas un nouveau film qui est sorti en 1.5, c'est un film qui a été tourné donc normalement, qui a déjà eu sa vie. C'était Vivre Apocalypse ou Mourir Apocalypse, je me souviens plus trop du film. Ok. Et donc la réalisatrice a dit OK. Et du coup, c'est pour avoir une deuxième vie au film qui sera diffusé donc à ce festival en vitesse 1,5. Purée. Mon Dieu. Voilà, je le dis parce que c'est intéressant qu'on a toujours cette espèce de dynamique. Comment est-ce qu'on fait pour ramener les Ouais. foules en salle? Là, on arrive avec la Ouf. Technicolor et tout ça. Bah maintenant, on se dit, bah on va essayer de mettre des films Plus en rapide. 1.5. Ouais, Ouais, en fait, c'est- depuis toujours, le cinéma, il a complètement dû s'adapter à tout ce qu'il y a toujours autour. C'est assez fou. Mais du Oui. coup, complètement pertinent, Marco Polo. Complètement pertinent. c'est toujours non à Marco Polo. Mais... Ouais, toujours. C'est bon maintenant, c'est instauré. C'est acté. Et donc, comme je disais, il y a cette idée de collaboration entre eux qui est très important. Et il y a même un article sur un blog que j'ai trouvé qui va parler vraiment de amitié créatrice. Et je trouve que c'est complètement pertinent. Mais avant d'approfondir un peu ça, je vais citer les grands cinéastes donc, de ce groupe. On a Francis Ford Coppola, George Oh. Lucas, Ah. Paul Schrader, Ah. Brian De Palma, Oh. John Milius et Steven Spielberg, avec mon bel Ah. accent français. Oh. Et donc, ce sont des amis. Et ce qu'ils ont de nouveau par rapport aux autres cinéastes avant eux, c'est que eux, ils ont appris le cinéma à l'école de cinéma. Ils ont en fait grandi en regardant des films de ciné. Ils ont grandi également avec la télé. Et donc, c'est une manière complètement différente d'aborder le cinéma. Ils vont pas apprendre via le théâtre, via la littérature, mais vraiment apprendre en faisant des courts-métrages, en faisant des films à petit budget, etc. Et vraiment en manipulant la matière. Et donc on parle d'eux en disant que ce sont des enfants de l'ère audiovisuelle parce que, comme je disais, ils ont grandi avec ces films qu'ils regardaient à la télé et ils allaient au cinéma. Comme je l'ai un peu rapidement abordé, ils partageaient entre eux leurs talents, donc ils se donnaient régulièrement des feedbacks sur les films de l'un à l'autre. Par exemple, il y a Spielberg qui est intervenu sur la fin de Taxi Driver de Scorsese. Ouais, c'est vrai. George Lucas, il était assistant monteur sur Le Parrain. Et il y a également De Palma qui a aidé à écrire la fin de Star Wars. Moi, je Oui, savais le pas du générique tout. déroulant, fun fact, j'ai découvert ça. Le générique déroulant que vous voyez au début du 1, c'est De Palma qui aurait dit à Lucas, en fait ton film on comprend pas du tout, on n'a pas de contexte, Hmm. mets un truc au début pour nous expliquer. Donc Lucas l'a fait, et après il voit le truc, il dit c'est mal écrit, laisse-moi je vais te le réécrire. Donc c'est lui, Oui. c'est De Palma qui a écrit le générique de début donc, de Star Wars. C'est fou Waouh. ça. C'est incroyable. Oui, Je le pense fun que- fact c'est ouais, quand même ouais. cool. Je Franchement, pense trop que cool. c'est De Palma qui a recommandé De Niro.
C'est ça. Hein, De Palma découvre en fait De Niro. Oui, C'est lui qui le complètement. Dans les repère. années 60, il l'a repéré et c'est vraiment lui qui l'a aidé à se propulser. C'est- Mais oui, Oui, ils ont il y un a peu encore, tous leur acteur fétiche. Et c'est justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis parce que ça fait un peu penser aussi à la nouvelle vague où chaque réal avait un peu son acteur fétiche et ils se les échangeaient C'est de temps vraiment à ça. autre, etc. Aussi l'idée au tout début qu'ils faisaient des films à petit budget. C'est vrai que souvent le parallèle, il est assez manifeste. Et c'est trop mignon, je trouve. Genre, venez, on forme un mouvement en fait de cinéastes et on se partage nos acteurs. De ouf. Et pas que les acteurs d'ailleurs, ils partageaient aussi les compositeurs, les équipes techniques, etc. Et en prolongement, ils partageaient aussi une partie des profits de leurs films. Et je trouve ça trop, trop mignon. Parmi leurs grandes références, il y avait donc Orson Welles, évidemment, qu'ils appelaient le génie de la caméra. Il retire vraiment de son esthétique, en gros, l'exacerbation des idées classiques des studios hollywoodiens. Et dans les grands thèmes des movie brats, on a des éléments qui étaient jusqu'alors tabous, qu'eux, ils vont complètement, j'allais dire débunker, mais ils vont aborder sans se gêner. Ils vont explorer vraiment les côtés les plus sombres de la société, tout ce qui est corruption, sexualité, violence. Ça va complètement venir contrecarrer l'idée du code ACE, donc qui a été instauré dans les années 30 et qui a été actif, je pense, jusqu'en 63. Oui, c'est Psychose qui le détruit dans tous les sens et c'est à partir de là, il sort en 63 justement. Donc, Et c'est donc, vraiment ça. eux, ils arrivent vraiment à la fin du coup de cette idée et ils vont vraiment en profiter pour pousser toutes ces idées à fond. Mais pour petit contexte pour les auditeurs et auditrices, le code ACE, il est établi donc dans les années 30 à Hollywood en réaction à plusieurs scandales qui ont malheureusement influencé en mal la réputation et l'image d'Hollywood. Et donc, ils vont décider à Hollywood de commencer une sorte d'autocensure pour proposer des films beaucoup plus acceptables et plus puritains, si je puis dire, pour un peu redorer leur image. Et donc, en prolongement de cette idée du code ACE, les movie brats ils vont s'opposer au traditionnel, également happy ending, qui est typique des studios hollywoodiens. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Quelques grands films pour situer un peu la vision pour ces movie brats. Il y a Le Parrain, il y a Mean Street, Taxi Driver, il y a Carrie également, dont on a parlé tout à l'heure, Les Dents de la Mer et Star Wars. On peut le compter également là-dedans. Bien sûr. Oui, et c'est encore tous les réalisateurs qui sont actifs aujourd'hui. Mm. On a eu Oui. Coppola, malheureusement, qui a fait le Megalopolis il n'y a pas très longtemps. Aïe. Mais il y a Spielberg qui va faire Disclosure Day, donc, qui arrive en juin. Il va y avoir De Palma, enfin, son dernier date de 2019. Ouais. Il n'a pas prévu de nouveau, mais en tout cas, c'est encore récent. Scorsese a fait le truc avec Leonardo DiCaprio. J'ai oublié Ah son oui, nom. avec Killers le truc of the indien. Flower Moon. Oui, c'est ça. Et il va Mauvais ressortir dans aussi, pas mais- longtemps. Oui. Ouais, il est déjà sur un prochain long. Oui, je veux dire, c'est. Je puis parler. Et Coppola, après son Megalopolis, justement, a quand même été à Cannes, a visité quand même pas mal de trucs, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, il C'est des reste, réalisateurs qui sont actifs, qui sont Mm. très actifs. Encore maintenant, et il y a encore des chaînes, par exemple, Lucas a été racheté par Disney, etc. Mais je veux dire, Star Wars vit toujours, quoi. Ah Oui, évidemment. bah oui. Mais oui. Et il y a un nouveau truc qui Largement. sort en plus de Star Wars, je pense avoir vu aussi. Dark Maul, ouais. Ah non, tu parles de Mandalorian et Grogu, Oui, oui, c'est ça. Ouais. basé sur la série, et c'est le film qui conclut. Ok. Ah oui, je suis Un pas fan de expert. Star Wars, Mais, mais c'est fou. Mais Marco connaît tout, ça me rend folle. non, mais Genre, oui. eux, du coup, oui, c'est un peu les. Faut savoir que ma culture cinéma commence vraiment à partir de 2000 jusqu'à maintenant, ça va, j'ai une très bonne culture. Ouais. Et tout ce qu'on dit, c'est des réalisateurs du coup qui sont en plein dedans. Et là, ça va. Par Ouais. contre, on parlait des années 70, par exemple, Nouvelle Vague. Cette année-ci, j'ai découvert Nouvelle Vague, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est encore un peu fragile, ma culture. C'est ok. Alors, Marco, Ouais, de ouf. tout trop. est relatif. Hein. Ouais, Ouais. fragile. Non. Bref. Sur ces belles paroles, parlons de Palma un peu. Donc, c'est moi qui reprends le relais après lui-ci. Mais juste, j'aimerais rajouter un petit point qui est important par rapport au Code ACE. Le Code ACE, effectivement, c'est un truc de censure, mais ça a permis aussi au cinéma américain de se perfectionner dans la forme et d'être dans la suggestion. Mhm. Un autre très 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 grand auteur donc de ces années-là pendant la période de la censure justement qui casse en même temps après, c'est donc Hitchcock qui joue avec le suspense justement, et le suspense ça naît du code A, c'est vraiment ça, c'est arriver à suggérer quelque chose qu'on ne voit pas et à éviter tout le sang pour le suggérer vraiment. Mhm. Et c'est grâce à ça que le cinéma américain est aussi devenu aussi, comment dire, aussi bien, quoi. On parle du cinéma américain comme maintenant une industrie qui est en train de mourir littéralement. Avant, on pensait que c'était la meilleure industrie et la plus grosse, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, gars. Donc parlons un peu de De Palma. Et De Palma, il n'est pas super connu en fait par rapport aux autres, je trouve. Quand on vous dit Coppola et on vous dit Le Parrain, film mythique du cinéma, Spielberg, tous ses films sont mythiques quasiment. Enfin, j'abuse, mais quand on vous dit Tout le monde Spielberg, en tout cas, connaît il est Spielberg, identifiable. ouais. C'est le plus Oui. identifiable, je pense. Et même, on voit son visage. Ouais, c'est ça. Et De Palma, moi, je savais pas à quoi il ressemblait aussi. Ouais. Genre, Oui, c'est ça, mais- C'est con, mais. George Lucas, Ouais. voilà, on voit la bête. Bien sûr. Et en vrai, tous les autres, vous les voyez aussi. Si c'est pas de loin, vous voyez au moins leurs films.
Par contre, Carrie, on voit, mais par contre, dire que c'est De Palma, en vrai, c'est en travaillant cette année-ci que j'ai su l'identifier à De Palma. Et pourtant, je pense que c'est le réalisateur des 5 qui est le plus expérimental et aussi du coup qui a une patte graphique la plus évidente. Moi qui me suis tapé toute sa filmo pendant 5 jours, je peux vous dire que c'est remarquable, on va dire. Notamment par rapport à pas mal de points qu'on va aborder plus tard, mais qui sont vraiment des points de mise en scène hyper importants. Mais avant tout, parlons un peu de ce De Palma. Donc, De Palma, il va naître dans une petite famille, tranquillou. La particularité de sa famille, c'est que son frère est un génie des sciences. Vraiment, c'est un génie. Il va aller au MIT et il va, on va dire, c'est une grosse tête. Lui, il va être un peu en porte-à-faux par rapport à ça et va vouloir faire une fac de sciences et tout ça. Mais ce frère, je ne sais pas si vous le savez, sera dans une histoire un peu sombre de secte et finalement va Oh. éclater en vol. Et donc, il va totalement, ce sera fini et donc il ira en prison et en fait, il le verra plus du tout. Oui, je vous jure. Donc, ça va évidemment toucher un peu le De Palma, qui lui va s'intéresser du coup au cinéma, qui est sa deuxième passion, et il ira faire des études de cinéma, où il rencontrera notamment les autres bourgs que vous connaissez. Autre point qui est important pendant son enfance, vous le savez certainement si vous avez assisté à la conférence de Dick Tomasovic, mais ce qui est fun, c'est qu'apparemment son père, la mère de Palma, suspectait son papounet d'avoir une relation adultère. C'est bien de le suspecter, mais il va pas se limiter à ça. Il va le suivre, et il va essayer de le faire en filature. On approfondira cette thématique justement de la filature et du voyeurisme avec Dame Héloïse. Bien sûr. Mais oui, effectivement, et donc on voit déjà qu'à ce moment-là, il va le suivre, il va essayer de le filmer, et donc il y a déjà cette dimension où on va utiliser un média, du coup le cinéma ici, pour essayer de filmer une sorte de vérité, ou en tout cas arriver à cette vérité. C'est une des thématiques qui va vraiment revenir dans le cinéma de Palma, plutôt dans la deuxième partie de son cinéma, mais qui sera vraiment centrale dans son œuvre, et effectivement cette quête de la vérité à travers différents médias. On en a parlé en plus récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine passée, enfin pour nous c'est hier, mais par rapport justement à cette quête de la vérité à travers les médias. Je pense à notre film final, donc du coup de la semaine passée, qui était L'accord de cou. Oui, oui. Bref. Donc, le petit De Palma quitte, il arrive à son université, il est heureux et tout ça. Il faut savoir qu'il aura déménagé à Philadelphie entre-temps. Je dis Philadelphie parce que c'est une ville importante pour le film dont on va parler, donc de Blowout, qui se passe aussi à Philadelphie. C'est une ville qu'il connaît très bien. Et puis il arrive et il va commencer à faire des films. Je vais pas vous faire toute sa filmographie parce qu'il a vraiment une filmographie de plus ou moins 35 films, mais je vais revenir sur certains gros films qui sont importants. Effectivement, il y a Wedding Party, où en fait c'est son film de fin d'études, et c'est là qu'il va découvrir De Niro. Le fun fact, c'est que De Niro apparemment serait venu en retard à sa présentation, et donc du coup il est en tête-à-tête avec le producteur De Palma et De Niro. Et De Niro aurait monté sur un taxi, oui, oui, pour déclamer justement une pièce de théâtre. Et là, ils se sont dit, waouh, c'est lui qu'il me faut, c'est le meilleur. C'est fou. De là, comme on l'a dit, justement, De Niro sera prêté à d'autres, etc. Il reviendra pour 2-3 films. Donc, il y a 2-3 films avec De Palma, mais voilà, c'est pas le cœur. Il jouera notamment dans Les Incorruptibles, qui sera son dernier grand film avec De Palma, où il joue un des rôles principaux, justement. Bref. Ensuite, on va avoir Meurtre à la mode. C'est intéressant, surtout par rapport à la multiplication d'informations pour tenter de trouver la vérité qui n'est pas accessible. Ce sera un peu le cœur du film. Puis on arrive directement avec Greeting. C'est pas super intéressant, par contre, on va avoir ici une harmonisation des plans. Puis on va avoir Dionysus in the Sky 9, qui en fait, il va filmer une pièce de théâtre. C'est intéressant parce que une des thématiques, enfin pas une des thématiques, mais une des choses que De Palma va kiffer, en fait, c'est le théâtre. Et donc il va essayer vraiment de reproduire des instants de théâtre, si vous voulez, dans la mise en scène notamment, à travers ça. Et c'est là qu'en fait, on a les premiers split screen. Un split screen, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, aux Bien sûr, auditeurs, oui. mais j'imagine qu'autour de la table, vous le savez d'office. Donc le split screen, c'est le fait de diviser son écran en deux pour avoir en fait deux visions en même temps. C'est imaginer avoir en fait un champ et un contre-champ en même temps sur le même écran, sur un seul plan. C'est intéressant pour certains trucs. Et par exemple, pour ne citer qu'un petit réalisateur, Hitchcock utilisera le split screen en fait. Et Hitchcock, il faut savoir que l'influence majeure de Palma, ce sera Hitchcock. Hitchcock sera vraiment il va découvrir Vertigo quand il sera enfant, donc au cinéma, et c'est le choc. C'est là qu'il se dit, en fait, le cinéma, c'est pour moi, et c'est parti. Et Vertigo, du coup, sera un peu une toile de fond pour tous ces films, comme Psychose d'ailleurs, et tout le cinéma, du coup, de Hitchcock. Qu'il cite dans presque tous ses films. Dans tous ces films, au moins une fois, il y a une référence. Si elle n'est pas explicite, elle est implicite. Mais dans le film dont on va parler plus tard, il y a toute la scène de début est un hommage Bien sûr. à Hitchcock. Et jusqu'à, justement, fun fact, mais dans un film qui s'appelle Sisters, qui sortira donc 2 films avant, donc justement le dernier, juste avant Phantom of the Paradise, donc dans les années 60, il va avoir Herman comme compositeur. Herman, j'en ai déjà parlé à notre épisode, mais c'est le compositeur d'Hitchcock. Donc imaginez le fanzous d'Hitchcock qui peut réaliser un film avec le compositeur d'Hitchcock, et là c'est l'amour fou. Et Herman, du coup, sera un compositeur de Palma pour 2-3 de ses films.
ils vont avoir une relation quand même chouette entre eux deux. Et Herman dira par exemple pour Sisters que ça ressemble trop en fait à Vertigo et qu'il doit essayer de faire un générique comme Hitchcock parce que sinon on comprend rien quoi. Et que le public acceptait parce que c'était Hitchcock d'avoir 30 minutes où on comprend pas. Par contre, c'est pas Hitchcock, donc calme-toi quoi. Ouais. J'imagine cette discussion, il y a des Palma qui dit ok, t'as raison en fait, je suis pas Hitchcock. Mais oui, effectivement. Puis après, on arrive avec son premier très grand chef-d'œuvre qui est Phantom of the Paradise. Je sais pas, personne l'a vu du coup autour de la table. Non. Chef-d'œuvre. Moi, avant de découvrir Blowout, c'était mon préféré de Palma du coup. Je sais pas si c'est parce que c'est le moment musique, mais l'histoire est géniale. Ça parle de lui aussi parce qu'en fait, il a eu la même chose avec un film à lui qui n'a pas réussi à être tourné. Donc en fait, c'est son producteur qui a retourné son film de A à Z. Phantom of the Paradise, ça raconte plus ou moins la même chose. Il faut le voir, il faut le voir. Les costumes sont magnifiques. Ça utilise des split screens, ça utilise des bibonnettes. J'expliquerai ce que c'est après. Mais ça utilise vraiment tout le cinéma de Palma. Il y a déjà tout de Palma là-dedans, avec un scénario qui est millimétré. Les plans sont splendides, le cadrage est parfait. C'est génial. Franchement, c'est un superbe film. Et en plus, l'acteur principal est monstrueux. Enfin, je vous le conseille, je vous le recommande. S'il y en a 3 à voir, il en ferait partie. Quoi. Oui. Il en fait partie plutôt. Oui, il y a encore beaucoup de trucs à dire. Je vais aller très vite pour la suite, mais on arrive avec Obsession. On a Carrie qui est majeur. Majeur pour 1000 trucs. Il y a juste un fun fact par rapport à Carrie, c'est qu'il y a un plan séquence pas un plan séquence. Il y a une scène de split screen lors du bal. Qui a vu Carrie autour de la table? Mais moi, j'étais très jeune. Je pense que j'avais peut-être moins de 12 ans. 12, Ah ouais je crois. Ah ouais, J'étais pour très, Carrie, très jeune. c'est Ah fou, oui, ça. oui. Oui, j'étais très très jeune. Mais du coup, je me rappelle pas très bien. Enfin, je pense qu'au plus tard, je dois avoir, je sais pas, 13 ans. Mais j'avais adoré. Enfin, ça m'avait. Enfin, en même temps, j'ai dit la semaine passée, j'étais une enfant bizarre. Et donc, c'est le genre de truc que j'aimais beaucoup. Mais ouais, j'ai un souvenir plus sensoriel. Je me rappelle pas vraiment des Ouais, mais même. trucs. Mais Je oui. sais qu'Eva a pas un super bon souvenir de Carrie. Moi non, mais vraiment la scène d'ouverture dans les vestiaires, moi ça m'a mis de côté direct, ça m'a dégoûté. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ouais. La scène d'ouverture au cas où, c'est une scène où on est dans des vestiaires de jeunes filles et on suit des filles nues quasiment dans le vestiaire. Et la scène, Censé c'est. avoir 16 ans. Oui, et on voit justement l'actrice qui a ses premières règles sous la douche. Mhm. Et il faut savoir aussi que c'est la première fois qu'on voit des règles menstruelles du coup Oui. un film. C'est important. Enfin, Ouais. important, on se comprend, hein, mais c'est majeur quoi. Et tout le film est un rapport par rapport à ça. Donc avec les règles justement, les pouvoirs qu'on obtient et tout ça. Je vous explique pas si vous n'avez pas lu ou pas vu, Ouais. regardez. Ce qui est intéressant donc c'est cette scène justement de bal. C'est au cas où le film s'appelle Carrie, le bal du diable. Et la scène de bal a été retournée donc pendant 3-4 jours. Le fun fact c'est que le producteur arrive le premier jour et dit mais là t'as rien tourné. Il a dit oui mais regarde on va faire ça. Le producteur revient 2 jours après mais t'as toujours rien tourné. Ouais mais là j'ai fait ça et j'ai fait ça et donc le producteur pète un câble dessus et là De Palma lui dit bah si t'es pas content tu le fais toi. Hein. Et là le producteur dit ok je te laisse faire. Et donc il tourne cette scène qui est devenue une scène majeure du cinéma Ah vraiment. Et la seule chose qu'il regrettera de cette scène là c'est qu'il explique au départ il voulait faire un speed screen pour montrer l'action parce que tout se passe en même temps. Donc il y a le speed screen on la voit elle qui regarde avec les grands yeux justement avec tout qui bouge et justement tout ce qui bouge autour et dire qu'en fait c'est pas une bonne idée de faire ça parce qu'en fait on se perd dans l'action et en fait c'est pas clair et justement scène qui changera dans Mission Impossible là il va refumer de l'action qui est très rapide en justement simplement avec le montage arrive à faire un truc qui ressemble à quelque chose. Ok. Ça fonctionne aussi très bien Ouais. mais c'est intéressant parce que le speed screen ce sera un peu Sa marque de fabrique. sa marque de fabrique mais qui va évoluer par après par cette bibonnette en fait qui est aussi une forme de speed screen où on arrive à avoir 2 plans dans un seul plan et 2 plans nets surtout. Ok. Je sais pas si quelqu'un veut expliquer ce que c'est. I don't know what it is. Mais c'est la dioptrie fordue. Oui, c'est ça. En fait, Dans on le prend 2 cherche. lentilles, une lentille qui sera en fait juste un simple verre et une deuxième qui sera une lentille, qu'on met ça ensemble par rapport directement sur la caméra, ce qui fait que vous allez avoir un premier plan qui sera net parce que c'est le plus proche, et le deuxième, vu qu'il y a une lentille, il sera aussi net. Donc en fait, ça donne 2 plans nets ensemble sur le même plan, et juste séparés avec une fine ligne au milieu. Et ce qu'on remarque dans la carrière de Palma, c'est que plus on avance sa carrière, plus cette bibonnette va être qualitative, jusqu'à arriver en fait dans les derniers films qu'il a fait, donc c'est un film qui date de 2007, là, on voit même plus la ligne, c'est fou, c'est incroyable en fait. Et déjà dans Blowout, moi je t'avoue, je ne l'ai pas remarqué. Bah, c'est parce que moi j'y fais attention du coup maintenant Ok, et j'essaie ouais, de ouais. regarder la petite ligne où est-ce que c'est flou. Parce qu'évidemment vous avez une ligne entre les deux, une jointure si Oui, vous voulez, oui, ouais. une zone de flou et du coup c'est incroyable, enfin c'est vraiment beau. Et maintenant avec le numérique évidemment c'est beaucoup plus facile, mais pensez qu'à l'époque faire une bibonnette c'était quelque chose. Et donc Carrie Et- c'est de ça tout le temps quoi. Et même si c'est facile, je trouve que c'est toujours impressionnant de le voir, même si on n'a pas conscience de ce que c'est. Quand on voit plan en dioptrie fordue, enfin, ou en bibonnette, on se demande un peu ce qu'on voit parce que l'œil, on n'est pas du tout habitué en tant que spectateur à voir au cinéma une image aussi nette, avec 2 poids de netteté Aussi nette, ouais, clairement. aussi nette, quoi. C'est hyper intéressant.
Ouais, c'est à la fois surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, et à la fois c'est intéressant thématiquement parce que il arrive là où on aurait fait. Je prends la scène de Carrie qui est un peu mythique, c'est celle où on a la professeure qui est en train d'expliquer ce qu'il faut faire, et derrière il y a la fille qui essaie de se révolter. C'est une scène qui est un peu mythique. Ouais. Bah, en fait, de base, on aurait fait un chant contre chant. Bah, ici, il révolutionne le chant contre chant pour faire simplement deux plans qui coexistent dans un même plan. Ce qui est intéressant, ce qui a le mérite d'être expérimental, là où ces comparses des Movie Brats seront peut-être un peu moins expérimentales que lui. Mhm. C'est le plus expérimental des cinq, je pense, de loin. Oui. Je pense. Ensuite, donc après Carrie, on aura Fury, qui est, un peu, comme je l'avais dit un peu avant, mais la suite, un peu de Carrie avec des jeunes qui ont des pouvoirs télékinésiques et tout ça. Apparemment, c'est très chouette. Je ne l'ai pas encore vu, justement. C'est un des rares qui me manque. Enfin, des rares. Un des majeurs qui me manque. Et puis, on arrive dans les années 80, et là, on arrive avec son Pulsion, Dress to Kill, qui est absolument génial. Enfin, je le recommande. Il est terrible, terrible, terrible. C'est un hommage clair à Vertigo, qui est, encore une fois, un chef-d'œuvre de mise en scène. Enfin, moi, j'ai adoré ce film. Et on arrive enfin à Blowout. Blowout, je vais rien dire dessus parce qu'on va en parler largement après. Juste pour vous dire qu'après, on aura Scarface. Voilà, Scarface. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez au moins l'image de Tony Montana. Euh, qui était très chouette en fait. Moi, au départ, j'avais détesté quand je l'ai vu la première fois. Je l'avais trouvé très surcoté. Et en y repensant, je me rends compte quand même de la maestria qu'il y a avec la scène finale, qui aura en fait encore un fun fact parce que c'est drôle. Mais donc Al Pacino se sera blessé en fait lors de la première prise, et donc il sera à l'hôpital, et pendant 2 semaines, du coup, bah, il y a le plateau qui est là, et on peut pas changer, on est là. Donc il va appeler Spielberg et va dire, hé, gros, on peut faire ce qu'on veut pendant 2 semaines. Donc là, ils vont commencer à tourner, on va voir des gens. Si vous voyez la scène, vous voyez qu'en fait, il a fallu un temps de fou pour la faire. Bah, il a fallu 2 semaines et un jour. Dans une journée de tournage, quand Et on c'est tourne, fou. c'est énorme, c'est énorme. Donc 2 semaines pour tourner une scène comme ça, c'est absolument géant. Et donc la scène est magistrale. Et Spielberg est à la manœuvre. Donc Spielberg, le dieu vivant. Ça ne peut être que bien, désolé. Mais vous avez deux Palma et Spielberg qui sont ensemble pour faire une scène, bah fatalement, c'est au moins un chef-d'œuvre. Puis on aura d'autres films majeurs, je pense notamment Incorruptible, Outrage. On aura son chef-d'œuvre, pour la plupart des gens, c'est L'Impasse. Du coup, Carlitos Way, qui sort dans le début des années 90. On aura Mission Impossible, Snake Eyes, et après c'est la catastrophe. Il va faire Mission to Mars, qui est son dernier film, son film avec le plus de budget, il aura 100 millions. Wow. Enfin, ça va foirer totalement, clairement. Et puis, on arrivera avec de pire en pire. On a Femme Fatale, Dahlia Noir. On a un petit film qui sort, qui est donc Redact, qui a été mon film préféré de Palma, qui est intéressant parce que ça parle de la guerre d'Irak. Et là, il interroge tous les médias par rapport à ça. Donc, le film ne sera jamais tourné avec une vraie caméra, mais toujours avec des caméras médiées. Je vous conseille. Pour moi, c'est un des grands films à retenir de Palma. La critique l'a détruit. Et fatalement, quand on parle d'Irak à ce moment-là, c'est pas la bonne idée. Donc, il se fait encore renier d'Hollywood, il se fait renier des États-Unis. C'est fini. En fait, à partir de là, ça signe vraiment la fin de sa carrière. Et tout le reste de ses films, c'est vraiment des petits films. Il en reste deux, en fait. Il reste Passion, qui sort 5 ans plus tard. Et puis encore 6 ans plus tard, il sort Domino, qui est son tout dernier. Et qui est pas fou, quoi. Là, je vois sur Letterboxd 2,5. Ouais, c'est un peu une C'est cata. sévère. Ouais. Ce qu'il y a à retenir pour la fin, donc il faut savoir que du coup, De Palma s'inspirera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Hitchcock. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dira lui-même, ce qui est intéressant, c'est que quand on cite Hitchcock, on remarque qu'on cite Hitchcock, mais quand on cite De Palma, on remarque aussi qu'on cite De Palma. Donc du maître, il a réussi à créer un nouveau maître. Il demande à ses étudiants de l'appeler The Master, Oh là là. Mais l'ego du type. humblement. Oh là là. Humblement. Mais ce qui est intéressant par là, c'est qu'en fait, on voit quand on cite Hitchcock et on voit quand on cite De Palma parce qu'il a réussi à transpercer les codes du coup d'Hitchcock pour les amener à un nouveau stade. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est différent, c'est surtout ça. Par exemple, il travaille la biomètre, il travaille le speed screen, il le réinvente à sa manière, il invente un style à la De Palma qui est intéressant et qui est pas négligeable. Il fera des grands chefs-d'œuvre qui marqueront en fait la culture populaire et qui fera l'une des meilleures adaptations de Stephen King quand même de Carrie. Je veux dire, il y a Carrie, il y a Misery, il y a Shining, et Christine peut-être, qui sont vraiment géniaux. Le reste, c'est souvent très passable, alors qu'il y a des dizaines d'adaptations du coup du maître. Là, je parle du coup de King, Ouais. mais c'est un peu majeur comme film Carrie. Il y a eu des Scarface qui est encore maintenant connu, mais c'est un peu triste que maintenant ce soit ça, quoi. Autre chose qui est à noter, donc il a pas mal d'histoires d'amour avec pas mal de ces actrices, notamment une qui joue dans Blowout, Ah avec ouais qui ils sont... Ah, je sais pas si vous Oui, le oui, saviez, mais oui. Bah, la principale en plus. la principale, Allen. et apparemment ils vont rompre en fait pendant le tournage de Blowout. Ah oui, Il va y avoir des ok. grosses tensions sur la Malaise. fin, donc ce qui fait que ça va être très tendu. Et c'est du coup au départ il n'était pas chaud pour le faire, et c'est Travolta qui a demandé, et finalement ok. Ah putain. Genre Ouais. pour que ce soit Nancy Nancy Allen. Allen qui joue, genre. Ouais, c'est ça.
Et Hitchcock, Wow. donc Hitchcock sera encore vivant quand De Palma commence à le citer et à faire ses films. Et Hitchcock dira, on lui demandera, tiens, De Palma, vous en pensez quoi, etc. Oh, Et il il va être dira, méchant. it's not a hommage, it's fromage. C'était sûr. Not Hitchcock Frenchy, les gars. Oui, genre. oui, le Frenchie. De Frenchy. Voilà ce qui est intéressant donc sur De Palma. J'ai peut-être été un peu long, je suis désolé, mais Non, mais c'est bien. Très intéressant. Oui. oui, c'était très De Palma intéressant. de A à Z, c'est vraiment ça. On pourrait encore parler de pas mal de trucs sur De Palma parce qu'il a vraiment une carrière très 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 riche. Mais si vous devez retenir 4 films à voir pour moi et que j'ai vu, je vous conseille Carrie, Blow Up évidemment, Out. Blowout pardon, Blowout, Le lapsus. lapsus, Blowout, Carrie, Scarface et pour moi React, qui est l'un de ces derniers du coup. Mais pour voir un peu ce que c'est justement le De Palma de la Ouais. deuxième partie. Je vous conseille vraiment. Et Phantom of the Paradise, mais pour moi, il est encore un autre level. Ça, c'est vous le regardez avec une pointe de nostalgie dans le regard, quoi. Et vous pleurez devant, c'est sûr. Enfin, c'est magique. Voilà. Une petite pause, on reprend juste après. Oui. He recorded a murder. They say it never happened. Blowout because it was kind of a wonderful time in my life, and I liked going back to Philadelphia where I grew up to create all the locations or find all the locations. I first wanted to be an electrical engineer, and I used to design computers. I came to New York in '58 and got into a whole different artistic world, and suddenly saw these movies from Europe, and everybody was talking about cinema, and somehow those computers weren't as interesting anymore. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je cède la parole à Marco qui va nous parler du contexte qui entoure le magnifique film qui fait l'objet de notre arrêt sur aujourd'hui. Magnifique film, Héloïse. Oui, magnifique. J'allais dire, je voulais lui lancer un regard. Oui, effectivement, le contexte en fait de Blow Up est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, il sort donc de 2 films qui sont pas super. Enfin, il sort de Dress to Kill qui est son gros succès. Donc, il double le budget qu'il avait avec les recettes. Et donc, il arrive avec ce film-là qui est un peu son film qu'il a envie de faire. Vraiment. Eva expliquera un peu une petite anecdote par rapport à ce film-là. Mais donc, on lui donne un budget de 5 millions. On lui dit, bah vas-y, fais ton film. 5 millions pour faire un film à l'époque, c'est pas grand-chose. C'est vraiment rien du tout. Mais bon, il fait son film et il se dit, ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Il trouve son scénario, il y va et il trouve des trucs chouettes. Il trouve aussi son compositeur, donc qui sera un compositeur style Herman. Je veux dire, style Herman, c'est qui lui ressemble parce qu'en gros, son instrument de base, c'est pas le piano comme la plupart des compositeurs, c'est le violon. Ce qui fait que les musiques dans Blow Up, je parle surtout d'un thème principal qui est Sally et Jack, ce sera justement ce thème. Bref. Et donc le compositeur lui dira, oui, moi je vais être là au début, donc il fera partie du projet dès le début quasiment. Pour vous le citer, je cherche son petit nom, mais c'est Pino, Je crois que lis je sa l'ai. page. Donaggio. C'est ça, Pino Donaggio, qui sera donc son compositeur, et qui sera aussi pour 2-3 autres films. D'ailleurs, toute la fin de carrière, ce sera avec lui. Voilà, c'est un excellent compositeur, je trouve, qui est intéressant pour différents trucs, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc bref. Puis finalement, il se dit qu'il me faut comme acteur. Il sait que son personnage principal sera un personnage qui sera un peu ambivalent. Donc il se dit, bah, il me faut un personnage du coup qui ait un peu un beau visage, vous voyez, un visage de la vertu, il dira. Et qui vient de faire Grise? Travolta. Non, pardon, mais Travolta, La visage de la vertu. Je suis pas sûre. C'est parce que nous, j'ai l'impression qu'on le voit aussi déjà par rapport à tous les actes qu'il a fait, etc., qui sont voilà. C'est peut-être qu'après Grise, effectivement, c'est peut-être ça qui Et est après, sorti. oui, c'est ça. Gris, c'était le film. Avant ça, en fait, on le voit pas tellement. Le petit Non. Travolta, il avait joué dans Carrie où il joue le rôle d'un petit con. Mhm. Ouais, il joue dans Carrie. Putain. Et puis, et c'est après vraiment avec Tarantino qui va reprendre ses rôles où c'est Mhm. pas un chic type dans les Tarantino. Non. Et donc, Travolta va jouer ce rôle de bon flic. On va dire ça comme ça. Et une fois qu'on lui donne Travolta, on se dit, mais c'est une star en fait. On va lui donner 5 millions au petit Gus. On va lui donner 18 millions. Donc là, il passe d'un budget de 5 à 18 millions. D'ailleurs, c'est grâce à ces 18 millions qu'il va faire la scène de fin, qui est une scène magistrale. Du coup, mais sans ça, il aurait jamais pu la tourner. J'annonce. Et qui, il me semble, a dû être retourné. Absolument, en fait, on volera la première fois les bandes, les rushs du coup, et donc, Ouais, et donc c'est il y a fou. le chef opérateur qui dira, ah oui mais c'est facile, on met 2 gars dans la voiture, un premier comme ça, ça se volera pas. Il a dit, ah bah oui, sans blague. Par contre, je vous rassure, les 2 scènes sont exactement pareilles apparemment, plan par plan, c'est De Mhm. Palma et après du coup son chef opérateur Ouais, qui le dira que c'est vraiment la même chose plan par plan. Il avait le budget pour, donc autant le faire. oui, effectivement. Effectivement, ce qui est fun aussi par rapport au contexte, c'est qu'on arrive dans un contexte qui est particulier aux États-Unis, c'est le contexte un peu des complotistes. On avait fait Chuck Kennedy qui est mort en 63 du coup. Et
c'est un très grand auteur, donc qui est Jean-Baptiste Toré, qui écrit un livre qui dira que tout le cinéma en fait de la nouvelle vague sera marqué par la mort du coup de JFK, qui sera en fait matricielle dans la plupart des films. On le remarque d'ailleurs dans Blowout, en fait tout le film, par-delà la mort d'un homme politique et tout ça. On peut citer donc 2-3 autres trucs qui sont intéressants. On peut citer le scandale de Watergate qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Oui. Et on peut aussi citer du coup, je cherche le nom, mais il y a le Chappaquiddick. C'est l'assassinat du coup, il y a un accident de Chappaquiddick qui est un homme politique avec sa femme, qui en fait qui est arrivé 1 an plus tôt, je pense, et donc qui est vraiment un flashback direct du film. Ça qui est intéressant, c'est que ça Ouais. rentre totalement là-dedans. Et en plus de ça, du coup, on est en la guerre du Vietnam, qui est en toile de fond encore derrière, dont en fait Brian De Palma aura déjà parlé dans 2 de ses films, et qui est là en fait sans être vraiment là. Mais on a cette ambiance un peu bizarre, un peu lourde et pesante. Et dernière chose importante dans ces trucs, dans ces inspirations, on a Conversation secrète, du coup, de Francis Ford Coppola, qui est sorti il y a 2-3 ans et qui a gagné la Palme d'Or, du coup, au Festival de Cannes. Qui est un film majeur où justement tout le truc se passe avec l'écoute. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un super bon film. Et on aura un deuxième film dont il va nous parler dans très peu de temps, qui est Blow Up, du coup, d'Antonioni, qui sera bien sûr. plus tôt. Euh, Miam. et autre petit fun fact, je ne sais pas si vous le saviez, mais il sera en concurrence avec un très grand réalisateur italien. Enfin, en concurrence, on les mettra en concurrence malgré eux. Et Louis, je pense que tu vois qui je parle. Il est italien et il est fan de thriller horreur avec beaucoup de sang. Dario de la Argento. Ah ouais. Vous sérieux? C'est pas une blague. La scène de What? début du film que vous voyez, en fait, apparemment, ce serait un copier, en tout cas, une grosse inspiration de Suspiria, du coup. Et tout le film serait en fait apparemment lié à Profondo Rosso, aussi de Argento. Je suis Et, choc barre. et au fur et à mesure de sa carrière, on les mettra souvent en comparaison. Et justement, De Palma aura fait carrément un film plan par plan, quasiment exactement le même qu'Argento, qui est Oiseau au plumage de cristal, beaucoup plus tard dans sa carrière. Et on lui fera la remarque et il dira oui, mais moi c'est juste bien. Alors, déjà qu'il se calme. Oui, je suis et pas du tout ensuite, d'accord. Hein. Argento pour moi il est mais- au-dessus, mais. Mais oui, De oui. Palma, c'est drôle quand même. Mais il se prend pour, Donc déjà, et puis souvent il a les mêmes idées que les autres. Mais c'est drôle quand même. C'est Ah, un mais peu est-ce que bizarre. c'est pas parce Il que est très influencé. Il ouais. est très influencé. il est Surtout, très il ne le influencé, sait mais pas. pour faire quelque chose de différent. Parce que c'est pas du Ouais. Argento justement. Quand tu l'as regardé, t'as pas pensé à Argento. Non. Alors que t'aimes bien Argento. Ouais, j'aime beaucoup Argento. Moi Mais aussi, ouais, je l'aime c'est d'amour. vrai. Mais je commence à comprendre pourquoi j'aime son cinéma en fait, moi, De Palma. Entre justement notre pupus Hitchcock et notre pupus Argento, c'est oui, Mhm. c'est oui. Euh, Et donc le film se lance comme ça, ils sont partis pour le tournage. Le tournage se passe plutôt bien, à part justement cette petite scène de vol. Puis on a la post-production qui se passe bien, on arrive dans les salles et dans les salles c'est une catastrophe. Le Oh. film aura coûté 18 millions et il en rapportera 13 000. Sur le sol américain. Oui, c'est Attends, c'est un 13 choc. 000 euros. La honte. 13 000 $. 13 000 $, ouais. Ah ouais. Ah, vous savez pas, La c'est un honte. four. C'est un four. Oh, Le film là, est un c'est- four Quelle dinguerie. total. Mais je savais qu'il n'avait pas marché, mais à ce point-là, Ah ouais, non, je mets l'info. Ah, vous saviez. Mais Ah j'ai oui, dû oui, l'avoir quelque part, l'avoir Je prends passé. plein mais, sur l'américain, ah, pas sur le sol waouh. mondial, mais du coup, sur le sol américain, je vous rappelle que là, on n'est pas dans les blockbusters, donc c'est-à-dire qu'on sort d'abord dans le sol américain, puis Ouais. des mois plus tard dans les autres pays, c'est 13 000. Ah, Voilà. C'est fun de le savoir ça parce qu'en fait, la part des films de Argento, du coup, lapsus, de Palma seront des fours, à l'exception de Mission Impossible, évidemment, de Dress to Kill et de Scarface, qui seront des très très, très gros box-office, mais le reste, ce sera un peu cata. Pour la plupart. Hein. Phantom of the Paradise, ça rentre plus ou moins dans ses frais, mais évidemment, c'est particulier. Mais pensez qu'on est dans ces années-là où, en fait, le film, c'est soi-disant un thriller policier, c'est pas un thriller policier du tout, je trouve, qui finit très mal. Donc les gens veulent pas voir ça. Et le tout avec une ambiance un peu bizarre, avec c'est quand même très technique comme film, très cinéphile. Donc c'est pas ce qui plaît, on va dire, à l'époque. Alors que maintenant, c'est considéré comme l'un des films majeurs du cinéma, vraiment. On l'a vu en cours, par exemple. Lucie a dû corriger quelques copies, je pense. Absolument. D'où ma bibonnette de tout à l'heure. Parce que je suis traumatisée que les étudiants n'aient pas compris. Comprenez, Si vous m'écoutez. s'il vous plaît. Voilà, j'ai fini avec le contexte du coup de Blowout. Et juste après cette très 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 courte pause, on va parler du coup du son dans les films, n'est-ce pas, Feliciente? Eh oui.
Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez toujours 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et enchaînons directement pour parler en long et en large du son au cinéma, parce que oui, fun fact, il y a du son dans les films. Que plus récemment. C'est vrai que fait un petit temps déjà quand même. Mais effectivement, le son est quand même le grand oublié du cinéma, faut le dire, parce que quand on regarde un film, on a tendance à oublier que l'image qu'on regarde est toujours accompagnée de un, voire plusieurs sons. Et bien qu'il passe très inaperçu, il ne faut pas oublier que le son il participe totalement à l'esthétique du cinéma. Ça, je pense que vous l'aurez peut-être déjà compris. Grâce au superbe épisode en compagnie de Elliot Kelly, étudiant disponible en sur vos composition plateformes. musicale. Oui, Sur Apple toujours, Podcast, toujours. la petite façon de produire. Qui est un peu flop d'ailleurs cet épisode, donc allez l'écouter, s'il vous plaît. Et donc là, on va profiter de cet arrêt sur Blowout pour parler du son au cinéma. Mais pourquoi cet arrêt sur Blowout pour parler de ça ? Tout simplement parce que c'est un film qui contient beaucoup d'intrications très intéressantes qui relient le son et le cinéma. Premièrement, déjà, il y a plusieurs questions sur le son qui sont présentes dans le film. La synchronisation entre l'image et le son, la superposition des bords de son, et donc le mixage sonore, la prise de son, le son analogique, le sound design, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont présentes dans le film, fortement ou pas. Et Et puis, puis, je rebondis oui, juste par oui, rapport oui. à ça, mais ce qui est fun, c'est que dans le cinéma de Palma, de façon générale, il aime bien filmer en fait la mécanique. Je parle vraiment des outils qui tournent, donc les bobines qui tournent, les rouages, voir comment les choses fonctionnent et tout ça, c'est un truc qu'il kiffe. Et dans le film, ça se remarque fort. Ah oui, tout à fait. Mais déjà, ça, c'est la mise en abîme du cinéma. Je ne sais pas si on en parlera un petit peu, mais On pourra en parler après, oui, bien sûr. est hyper intéressante dans ce film-là. Mais au-delà de ça, la mise en scène, elle a pour objectif de montrer l'écoute. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de la dioptrie fordue. Bibonnette, c'est le nom de l'objet. Pour La bibonnette, oui, c'est ça. Oui, pardon. Non, mais c'est plus stylé de dire comme toi. La dioptrie fordue, je trouve La dioptrie que fondue, c'est ça extrêmement fait savant, j'aime beaucoup. C'est ça. Et du coup, cette technique de la dioptrie fordue est beaucoup utilisée pour justement montrer l'écoute à l'image. Enfin, ça c'est mon interprétation, mais on a notamment ce plan sur le hibou qui est du coup à l'avant-plan, qui émet du coup le son. Donc ça c'est quand... Super impressionnant. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce plan-là, j'avais oublié l'existence de la bibonnette. Et ce plan-là m'a paru hyper... visuellement très impressionnant sans même fait, ce qui est avoir... C'est un c'est peu que- uncanny. Oui, c'est ça, de ouf. c'est ça. C'est Et très en- perturbant. Et en plus, on a l'impression que le son, justement, vu qu'il capte son son grâce à ça, il fait un zoom avec Ouais, le c'est ça. son Oui, c'est et on ça. voit ce zoom Mais c'est pour avec ça, le ouais. son à l'écran. Et je veux dire, Ouais, c'est ouais. bluffant Mais de c'est ça qui est d'idées pour arriver à intéressant, ça. ouais. Ouais, je suis C'est trop ça, c'est que d'accord. la mise en scène, elle image le son en fait, ce qui est quand même assez difficile étant donné que les ondes sonores ne se voient pas. Et oui. Ah bon. Euh, Et ben, Mais Félicia, on il- apprend des choses, oui, les gars. oui, Moi, je parle. Ouais. Et en fait, oui, c'est ça. Brian De Palma, il cherche à comment représenter au mieux visuellement l'écoute, quoi. Il y en avait un autre, je sais pas si vous voulez. Mais je il y sais en qu'il y en a avait déjà beaucoup des beaucoup. bibonnettes. Mais un autre auquel il me faisait vraiment penser à cette idée de représenter le son, c'est lorsqu'ils sont à l'hôpital. Oui, Et Brian, enfin pas Brian De Palma du coup, mais Jack Terry surprend une conversation entre deux policiers qui sont à l'arrière-plan. Et alors on voit que Jack Terry comprend on comprend que Jack Terry entend justement grâce à la bibonnette en fait. On dit qu'en trop son, bien. pour les ingénieurs son, c'est un fun fact que du coup j'ai écouté des dizaines de podcasts par rapport à ça, et ils expliquaient justement que ce qui est fou c'est avec le son, en se concentrant, on entend mieux et on arrive à beaucoup mieux les distinguer. Tandis qu'avec l'image, c'est pas vraiment ça, c'est pas en se concentrant qu'on arrive à faire ça, mais en fait quand on se concentre sur des sons, on arrive à les repérer différemment. Et ça c'est fou parce qu'il arrive à le retranscrire dans sa caméra, comme tu le dis super bien avec la bibonnette notamment. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment hyper intéressant. Et dernier truc rapidement, c'est que le poids d'ancrage du récit, c'est la question du son quand même, puisqu'il y a une mise en abîme avec un cinéaste qui cherche comment faire le cri parfait et réaliste dans son film. Et tout le film se déroule parce qu'il y a cette recherche de son et du cri. Et du son aussi pour la fabrique du film qu'il y a dans le récit. Donc, Mais de d'ailleurs, ouf. le cri revient à la fin. Donc, hyper intéressant. Voilà. Ah On en bon. reparlera. Oui. Mais revenons au son au cinéma. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler du cinéma muet. Mais il y a pas de Parce son que- justement, monsieur. Et oui, c'est ce que vous vous diriez sans doute, vous derrière votre écran, non, mais derrière votre Casque. poste radio, peut-être, je ne sais pas. Vous nous écoutez, dites-le nous.
Parce que même dans le cinéma muet, le son a toujours été présent. Si jusqu'à la fin des années 1920, le cinéma était vierge de tout dialogue intradiégétique, donc des dialogues qui émanent vraiment du récit comme on en a maintenant, les salles de cinéma n'étaient pas pour autant silencieuses. Parce que chaque film était accompagné soit par un bonimenteur qui était une personne qui commentait le film tout simplement, soit par de la musique, du violon, du piano, et même des orchestres plus complets. On a ça encore avec les projections. Oui, les projections avec orchestre. Par exemple, C'est Seigneur des ça, Anneaux, ouais. chaque année, ils le font. C'est ça. Et donc là, ça faisait toute importance. Et il y avait même des bruitages aussi, effectués par une machine qu'on appelait une orgue à bruit, qui Oui. permettait de bruiter les films muets. Hyper intéressant. Bref. Oui, la machine est impressionnante. Elle est folle, la machine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà Je vue, ne mais l'ai jamais vu. Tomasovic avait montré une photo. Ok. Monsieur Tomasovic a montré une photo. Et donc, c'est une immense une machine hyper longue. En fait, tu dois utiliser toutes les parties de ton corps pour animer des trucs avec chaque pédale. Comment vous avez dit que ça truc, s'appelait etc. Orgue à Orgue à bruit. bruit. Orgue à bruit. Tapez sur Je vais internet, En du 3 coup, mots. auditeur, auditrice, vous verrez. Voilà. Et donc, j'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble, mais c'est pas grave, je regarderai par après. Donc, le son synchronisé avec l'image, c'est un des fantasmes du cinéma dès sa naissance. Je crois que Eva, la dernière fois, avait déjà parlé des phonocènes d'Alice Guy, mais ça en est véritablement la preuve. Donc, Alice Guy, même avant 1910, elle réalise des petits films où la musique accompagne le film. Ouais. Un peu comme des Euh, petits clips. Ouais, oui, c'est vraiment ça, avec du coup les personnages qui miment. Ah, hyper belle l'orgue à bruit. Avec des images qui miment. Les personnages miment le chant, etc. Donc, déjà à ce moment-là. Mais c'est pour des raisons techniques, parce que en fait, le son émet simplement pas assez fort, parce qu'on y arrive à retranscrire, à faire du son synchronisé. Mais le problème, c'est que le son n'émet pas assez fort dans les salles de cinéma pour qu'on puisse vraiment utiliser cette technologie. Et donc, il faudra attendre les années 1920 pour avoir des nouveaux essais, notamment avec le Vitaphone de la Warner Bros. Puis avec le Movietone, qui est le premier dispositif d'enregistrement du son sur pellicule. Et donc, on peut se dire, on considère, c'est de notoriété commune, que le premier vrai long métrage en son synchrone qui est rentré aujourd'hui dans la postérité, c'est Le chanteur de jazz d'Alan Crosland, qui est sorti du coup en 1928. Mais il est du coup considéré comme le premier film parlant de l'histoire du cinéma, mais c'est un peu faux parce que les seules phrases qui sont captées en son synchrone, elles sont chantées, et toute l'esthétique du film en général reste une esthétique d'un empreinte du film film muet. muet. C'est ça. Donc, Un film chantant. oui, c'est Absolument. totalement ça. Mais on a quand même du son synchrone, et donc il faut bien partir de là pour commencer. Mais il faudra attendre le début des années 1930 pour que le cinéma parlant se démocratise totalement dans les productions. Ça a d'ailleurs créé beaucoup de débats entre ceux qui étaient en faveur de l'arrivée du cinéma sonore et ceux qui en étaient opposés. Je pense qu'Eva en avait déjà un peu parlé aussi la dernière fois. Et puis c'est aussi l'arrivée du son qui va provoquer la chute de beaucoup de grands acteurs du cinéma muet. Il y a beaucoup de défis techniques qui sont rencontrés par les pionniers du cinéma parlant, notamment avec une caméra qui fait du bruit, donc qui doit être enfermée dans ce qu'on appelle une icebox, sauf qu'il faisait extrêmement chaud dans ces icebox, et donc c'était très difficile pour un opérateur de tourner dans ces conditions-là. Puis il y a aussi la question du positionnement des micros, parce que où est-ce qu'on place les micros de manière stratégique pour qu'on ne les voit pas dans le plan, mais qu'ils soient assez proches des acteurs pour qu'on puisse les entendre clairement. Enfin bref, tout ça, c'est fort bien retranscrit, je pense que vous ne me contredirez pas, dans Chantons sous la pluie, qui raconte merveilleusement bien cette période et tous les problèmes que je viens de citer. Babylone aussi, de Damien Chazelle. Non, c'est non. Non, t'es trop dur sur lui, Marco. Je suis pas trop dur. On en parlera si vous voulez, tant que vous voulez, mais j'ai tous les arguments pour le détruire un par un, Oh là étape là. par Bien étape. sûr, Il y a aucun- mais tout de même, il s'axe Oui, il sur couvre- cette il couvre arrivée cette période. du Il couvre cette parlant, période. donc on Oui, peut mais pas c'est le pas nier. pour ça qu'il le couvre bien. Bref. C'est autre chose. Bref, petit à petit, les défis techniques sont relevés par plusieurs innovations, avec une caméra qui est pratiquement silencieuse, inventée en 1929, la perche, donc la perche pour relever le son, comme vous le voyez sans doute tous, qui est inventée en 1931. Et puis, on a la naissance de la post-synchronisation, qui en gros c'est le réenregistrement au studio des dialogues avec les mêmes comédiens. C'est pas du doublage, parce que du coup c'est les mêmes comédiens qui font leur propre dialogue, et dans des conditions qui sont
plus ou moins similaires au tournage pour que ce soit le plus crédible possible. Et puis petit à petit, la post-synchronisation, elle va devenir la norme. Donc on va prendre le son lors du tournage simplement pour servir de guide, pour réenregistrer proprement en studio par la suite. Ce sera la tout mode d'ailleurs simplement. des films italiens, hein. Tous les films italiens pendant très longtemps seront à chaque fois doublés après en Ouais, studio. ouais, Même. même pas seulement dans les Oui, films pas italiens. seulement. Oui, bien sûr, mais dans les films très, italiens, très America, largement. énormément. Dans les films et, italiens, ça dure jusqu'aux années 80-85, quoi. Ça dure très 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 longtemps et c'est un mais héritage. même encore aujourd'hui, Oui, je mais- pense. Dans certains C'est peut-être. juste ouais, que c'est ouais. encore c'est moins visible maintenant, mais je pense que la plupart des films sont. Tu penses que ce sera une sont Tino tournés- double ouais. Ils sont en tout cas tournés en mode hybride. Ok. Ça, oui, j'en suis sûr. Ouais, non, hybride tous. Il y a quand même de la post-synchronisation à un moment ou l'autre. Déjà parce que ça coûte moins cher d'enregistrer de manière qualitative en studio, ça c'est évident. Parce que sur le tournage, c'est très bruyant, donc pour non, ne bien pas sûr. capter des sons, etc. Et puis, voilà, il y a quand même une question esthétique aussi derrière la post-synchronisation parce que le rendu n'est pas du tout le même. Et donc là, c'est vrai que du coup, on a plusieurs écoles, notamment en France, où là, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir affaire à des sons directs, donc ils sont directement pris sur le tournage. Et je trouve que ça donne une esthétique, effectivement, qu'on peut remarquer, même sans en avoir connaissance vraiment de la post-synchronisation, etc. Je trouve que quand on écoute un film français, ça n'a pas le même rendu qu'un film hollywoodien, notamment pour cette raison, je pense. Donc voilà pour la post-synchronisation. Et puis maintenant, sachez que il existe 3 natures du son: Ouh, les voix, jusque-là ça va. la musique Ok. et les bruits. Waouh. Ok, Voilà, j'avais les trois. voilà. C'était peut-être un peu Le évident. triangle des sons de Michel Chion. Hop, là. on se calme, on ne me coupe pas l'herbe sous le pied. Le Michel, hein. Mais oui, du coup, voilà. Tu l'as perdu. Pardon. Il est entier maintenant, arrête, C'est pas grave, regarde-le. Il bug. Donc, dès lors qu'on connaît ces 3 natures du son, on peut parler du mixage sonore. Let's go. Parce qu'il est important de comprendre que la bande-son d'un film ne se constitue pas d'un seul son. La bande-son d'un film, c'est l'accumulation de plusieurs sons mélangés pour donner naissance à la bande-son finale. Et en fonction des réalisateurs, le travail sur le son, il sera plus ou moins classique. Je pense notamment à Zone of Interest, Ah oui. où là, Oh, wow. la profondeur de la bande sonore, elle est époustouflante. Et le travail sur le son est majeur. est majeur. Bah, c'est d'ailleurs. Ouais. C'est Oui, quasiment c'est jamais vu, quoi. reconnu, C'est ça que je veux dire. Oui, bien c'est sûr. ça, c'est ça. Jonathan Glazer est à fou. Et donc, si la bande-son est constituée de plusieurs sons superposés, il n'est pas rare, voire même quasiment systématique, que la voix, la musique et les bruits soient superposés l'un sur l'autre. Et évidemment, chaque matière sonore a son importance plus ou moins forte. Et c'est là qu'intervient la fameuse notion du vococentrisme, théorisé par Michel Chion. Michel Chion. On ne peut pas parler de son au cinéma sans parler de ce théoricien, critique et compositeur, je pense aussi Michel Chion. Oui. Et Il a donc, tout fait. le vococentrisme, c'est cette idée selon laquelle tout paramètre sonore est hiérarchisé par la voix. Et donc, en fait, le concept, il n'est pas du tout compliqué à comprendre. Il suffit de s'imaginer une pyramide au sommet de laquelle on met la voix. C'est ce qui est mis au premier plan, qui a le plus d'importance à la production du film, mais qui a aussi énormément d'importance lors de la réception. Parce que quand un personnage parle, le spectateur, il va se concentrer sur ce qu'il dit, sur sa voix. C'est pour ça que on met l'importance sur La cette voix-là. linguistique, c'est normal. En fait, on est habitué à savoir. Essayer de Totalement. capter Et puis, ce que les autres c'est disent, ouais. aussi c'est par la voix que voyage le sens du son, en tout cas. Ouais, Enfin, bien sûr. énormément de choses sont dites par la voix et par les dialogues dans les films, surtout dans les mauvais films. Mais bon. Je suis d'accord, c'est pour ça que La Corde au cou est un très bon film. Ouais. Oui, c'est vrai que je viens de Ouais, tu viens de me savoir tirer tout une balle seul, dans là, le pied. ouais. Mais, et en dessous de la voix, il y a la musique. Donc, en dessous si on reprend cette pyramide hiérarchisante, en dessous de ça, il y a la musique qui Belle est pyramide utilisée aussi. comme soutien considérable. Et bien que plusieurs musiques de films soient devenues totalement cultes et prennent énormément de place dans les films, on peut penser notamment à Star Wars, bien pour sûr. ne citer que ça, si on continue dans les movie brats, on oublie souvent la présence de la musique. Je pense surtout à ces musiques de fond qui accompagnent justement la voix des acteurs. Encore une fois, dans les mauvais films, on a souvent les acteurs qui parlent et puis la musique en dessous qui est toujours en fond comme ça. Entre Qui est le censé nous expliquer les émotions qu'on est en train de ressentir. ou même pas, musique parfois triste. c'est de la musique Parce qu'on est d'ascenseur. triste. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais même dans les bons films, il doit y en avoir aussi. Je ne veux pas être mauvais parlant. Sur le rapport entre la musique et les dialogues, le monteur et mixeur Walter Murch, ou Murch, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom, Bon, mais il faisait un super parallèle avec la photographie. Et on va voir que le son et la photographie, on va refaire un parallèle avec. Hop. Dinguerie.
En fait, il explique que quand on veut faire un portrait, donc c'est une petite analogie, hein, quand on veut faire un portrait en photo, il faut que le visage il soit très précis, alors que le fond à l'arrière-plan, il peut être flou. En fait, c'est tout à fait pareil avec le son, où on peut rendre flou la musique pour que l'oreille puisse saisir les dialogues. Voilà, tout est dit. Waouh. Mais bon, la T'es un musique, poète. on en a déjà parlé en long. C'est pas moi qui suis un poète, c'est Walter Murch. Pardon. Rendons à César ce qui appartient à César. Wow, Walter. Wow. Merci Walt. Mais bon, la musique, je vais pas m'attarder dessus, parce que si vous voulez entendre parler de musique, n'hésitez pas à aller voir notre super épisode sur la composition musicale narrative avec Elliot Kelly. Ah oui. Et en fait, tout en bas de la pyramide, on retrouve les bruits qui travaillent véritablement à l'ambiance sonore du film et à sa plausibilité aussi. Je pense à des portières qui claquent, une voiture qui démarre, des bruits de pas lorsqu'un acteur marche. Sans ces bruits-là, on ne croirait pas du tout à ce qu'on est en train de voir. En fait, on fait exprès des fois de faire des petits bruits pour que vous sentiez qu'on est réel. Vous voyez. Voilà, tout à fait. Et Voilà. Et donc, si parfois ces bruits sont captés dans le réel, comme on le voit notamment dans Blowout, lorsque Travolta chasse les différents bruits qui l'entourent juste avant l'accident, sans vouloir m'éterniser sur ce film, qui est quand même le pendant 2 heures, mais c'est pas grave. mais beaucoup de bruits sont également totalement recréés et constitués en studio par les fameux bruiteurs. Et en général, l'idée du bruitage, c'est pas de donner lieu à des sons réalistes, mais plutôt à des sons qui sont expressifs. Qui nous font raccorder ce qu'on voit à ce qu'on en entend. L'exemple typique, c'est les noix de coco frappées l'une contre l'autre pour simuler le galop du cheval. Et en fait, c'est tout ça parce qu'il est plus facile d'enregistrer des noix de coco en studio que le galop du cheval, et limite, ça rendra même mieux. Donc, Oui. voilà. Mais plus profondément que le bruitage, il y a aussi le sound design, qui consiste tout simplement en la création de sons. Parce que oui, le cinéma crée parfois des sons qui n'existent absolument pas. Je pense notamment à la voix de E.T., qui est un mélange de plusieurs centaines de bruits d'animaux. C'est fou ça. Ouais, c'est dingue. Mais donc, que j'apprends des trucs, les gars. Et oui, on est là C'est pour fou. ça. J'adore. Et encore une fois, je cite Walter Murch, qui a notamment été mixeur et monteur pour Apocalypse Now. Donc vraiment, on voit que les Movie Brats sont partout. Ils sont partout. Et d'ailleurs, Apocalypse Now, en termes de montage, c'était dingue. Du point de vue montage, c'est le plus impressionnant. Ouais, c'est ça. Carrément, mais... Murch a dû monter 370 km de pellicule, Ouais. 232 heures de rush pour un film de 2h30. Enfin bref, c'est Non, complètement- l'anecdote est folle. Enfin, il faut voir le film d'ailleurs pour voir à quel point le génie du montage que c'est. Genre, c'est tellement fou. Totalement. Mais du coup, Murch explique dans une interview où il parle du travail de reproduction sonore d'une explosion en napalm, que ce qui l'intéresse, c'est pas de reproduire le bruit réel d'une explosion en napalm, mais de créer ce qu'on imaginera tous être une explosion en napalm. Et il explique que lui-même a jamais entendu une vraie explosion en napalm. Ah bon. En fait, on sait jamais. C'est pas où Murch a été auparavant. Mais on comprend bien que le cinéma crée des conventions sonores qui n'existent absolument pas. Le bruit d'un silencieux pour un pistolet, ou même Le plus bruit d'un précisément, silencieux, les bruits dans l'espace, notamment des fusées, etc. Enfin, pas des fusées, mais des vaisseaux. Parce qu'en fait, le son, c'est une vibration mécanique qui se propage sous la forme d'une onde et grâce à des molécules. Et donc le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager, principalement dans l'air, mais ça peut être aussi dans l'eau ou dans des milieux solides. Sauf que dans l'espace, c'est un vide quasi total, donc il n'y a pas de déplacement des ondes sonores, donc pas de son. Mensonge. C'était Professeur Gaspard. Voilà. Non, mais c'est important parce que c'est scandaleux les films où il y a des sons. Et d'ailleurs, petit Star Wars, chapeau. nul. Oui, voilà. Mais Alors, chapeau pour projet Dernière Chance parce que là, il y a tous les sons de vaisseaux, ils sont. Non, justement, il n'y a pas. Oui, de j'allais son. dire, tu m'as fait peur, on n'a pas vu le film, je Mais pense. justement, je trouvais ça hyper cool. Cool. Pouce bleu. Bref, Michel Chillon, qu'on a déjà cité, cité, a aussi théorisé ce qu'on appelle le tricercle des sons, que Lucie Oh, Lucie, a déjà fais-moi un mentionné cours. ici. Spoiler, désolé. C'est pas grave. Bon, c'est peut-être moins intéressant, je sais pas, mais je me vois mal parler de son au cinéma sans mentionner ça, parce qu'en fait, le tricercle des sons, il est constitué des sons in. C'est quand on voit la source du son. En gros, c'est quelqu'un qui parle dans le champ de l'image,
Et donc on le voit en train de parler, ou alors c'est une musique qui émane d'une radio qui est dans le champ aussi, etc. Donc ça, c'est les sons in. Ensuite, il y a les sons off, ce sont les sons qui sont invisibles et qui appartiennent pas à la diégèse. Donc typiquement, c'est la musique d'accompagnement ou même les voix off. C'est la personne qui répond au téléphone, par exemple. On voit pas la personne qui répond. Non, là mais- c'est plus le son hors champ, mais merci de me lancer. Ah oui. Parce que du coup, il appartient à la diégèse du film. Donc l'espace diégétique, c'est l'histoire. En gros, la diégèse, c'est l'histoire. Mais on ne le voit pas. Donc effectivement, quelqu'un qui appelle au téléphone et qu'on entend sans le voir, ou même un chant contre chant, quand on ne voit pas la personne qui est en train de parler dans un chant contre chant, c'est un son hors champ. Voilà. Voilà, donc ça c'était juste pour mentionner ça. Et je pense qu'on peut déjà s'arrêter ici pour notre petit voyage à travers cet univers passionnant qu'elles sont. Peut-être qu'un jour on consacrera un épisode entier en compagnie d'un ingé son ou toute autre personne plus qualifiée que moi pour en parler, je ne sais pas. Ça pourrait être C'est déjà intéressant. très qualifié, ma foi. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez en apprendre plus ou creuser sur le sujet qui est très très vaste, je ne peux que vous conseiller Michel Chillon. Ces Encore livres une sont fois. quand même pas super fun, hein, purée. Oui, mais c'est la référence Ouais, première ouais. pour cette thématique. Donc, parce qu'en plus, voilà, enfin, moi, ce que je me faisais comme réflexion, je suis même pas sûr que j'ai d'autres théoriciens en tête dont on ait pu me parler dans mes études concernant le son au cinéma, à proprement parler. Non, en francophonie, en tout cas, c'est le seul. Oui, Ouais, moi, c'est ça. j'ai que donc, Michel Chouan en tête Bah aussi. ouais, moi aussi. Mais bon, voilà, il nous fait un joli travail. Absolument. Merci, Félicien. Bravo, Et voilà. Félicien. Merci, Félicien. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et Eva va nous parler du petit parallèle entre Blowout et Blow Up. Oui, tout à fait. Mais d'abord, donc, pour parler de Blowout et du lien qu'il établit avec le film d'Antonioni, il est intéressant de revenir sur sa genèse. Chose qu'on n'a pas déjà faite. Je veux pas comme ça, Marco. C'est la venait d'en parler. deuxième partie, ok. C'est la deuxième partie, Genèse, partie absolument. Mais donc au départ, De Palma se voit confier un scénario qui n'est pas le sien, le scénario d'un film qui s'appelle Le Prince de New York, une histoire de corruption policière dans les rues de New York, un projet qui est largement ambitieux et ancré dans un réalisme urbain très américain. De Palma, il est fasciné par le projet, on le comprend, puisque c'est exactement le type de matière qui l'intéresse, la trahison, les institutions corrompues, les hommes pris en étau entre leur conscience et un système qui les dépasse. La Et tête donc- d'Héloïse. Ma hantise, pardon. Mais donc il s'y plonge, il le travaille, il se l'approprie presque, et puis il l'abandonne, et c'est finalement Sidney Lumet qui réalisera le film avec le talent qu'on lui connaît, Ouais, excellent film d'ailleurs. qu'il faut que je vois. Mais donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand De Palma commence à écrire Blowout, le prince de New York ne l'a pas vraiment quitté. Il continue de hanter le nouveau projet comme un film fantôme. Et on le voit d'ailleurs dans certaines scènes, notamment tout ce qui touche à la corruption politique et policière, notamment via moi je pense la backstory de Jack en tant que flic. Et ces éléments-là ne viennent pas non plus de nulle part, ils portent la trace directe donc du scénario abandonné, Blowout, et donc déjà, avant même qu'on parle d'Antonioni, un film habité par un autre film, un film qui porte en lui les fantômes de ce qu'il aurait pu être. Et ici, on peut même rebondir avec les influences de Hitchcock et Argento, comme quoi effectivement le De Palma est très influencé. Comme tout le monde, ok. Comme tout le monde, absolument, absolument. Mais moi, je trouve que ça rend très bien ici, en tout cas, pour ce qui nous intéresse. Mais donc, dans ce contexte, c'est dans ce contexte que surgit la comparaison avec Blow Up. Parce qu'en fait, quand le film commence à prendre forme, on fait remarquer à De Palma que son histoire ressemble vachement à celle du film d'Antonioni, sorti quelques années auparavant. À peine. C'est-à-dire un homme seul qui capte par accident la trace d'un crime et qui va passer le film à tenter de prouver ce qu'il a vu ou entendu. Et donc la ressemblance elle est effectivement indéniable, et de là De Palma fait quelque chose d'assez remarquable puisqu'il va pas minimiser cette proximité, il va pas tenter de s'en éloigner, il décide justement de l'assumer pleinement, de la revendiquer, d'en faire un geste qui est conscient, et il nomme dans son film Blowout en écho direct à Blow Up. Et donc regardons de plus près ce qui unit les deux œuvres, parce que la Déjà, ressemblance un va nom. bien au-delà d'une simple coïncidence de scénario. Effectivement, donc dans les deux films, le point de départ est presque identique. Un homme seul armé d'un outil de captation, un appareil photo chez Antonioni, un micro directionnel chez De Palma, se retrouve donc par accident témoin d'un crime qu'il n'était absolument pas censé voir ni entendre. Thomas, le photographe de Blow Up, se balade dans un parc londonien et photographie ce qu'il croit être un couple d'amoureux. Jack Terry, l'ingénieur du son de Blowout, part enregistrer des ambiances sonores dans la nuit et capte sans le savoir l'assassinat d'un gouverneur. Il me semble, c'est ça, c'est un gouverneur qui... Le futur président des États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça.
Mais donc dans les deux cas, l'homme ne cherchait pas à témoigner d'un crime, il cherchait autre chose, quelque chose de banal. Et le crime s'est glissé dans son cadre sans qu'il s'en aperçoive. Donc dans les deux cas, c'est l'acte même de captation qui révèle le crime après coup. Thomas ne découvre pas découvre le meurtre qu'en agrandissant ses photographies, en regardant de plus près jusqu'à ce que l'image devienne un amas de pixels illisibles, au centre duquel on croit distinguer un corps. Jack ne comprend ce qu'il a enregistré qu'en réécoutant sa bande, en l'analysant, en la croisant avec d'autres éléments. La vérité n'est pas accessible directement, elle n'existe que médiatisée, filtrée, reconstruite à partir d'un enregistrement. C'est une idée très forte que partagent les deux films. La réalité brute ne nous dit rien. C'est seulement quand on la passe à travers un appareil, quand on la reproduit, qu'on l'agrandit, qu'on commence à y voir quelque chose. Et encore, ce qu'on y voit n'est jamais certain. Donc les deux films sont d'ailleurs profondément des films sur la preuve et sur son impossibilité. C'est vrai que Thomas, la preuve, c'est un ouais. peu un truc de base dans le cinéma de Palma. Mhm. À chaque fois, il essaie de voir, tiens, qu'est-ce qui fait que là c'est juste, qu'est-ce qui fait que là c'est bon. Et quand on Absolument. pense à Scarface, justement, Ouais. c'est tout ça, c'est parce que c'est un que vous avez vu, mais du coup, c'est vraiment qu'est-ce qui fait qu'il a raison, qu'est-ce qui fait sa chute. Et en fait, c'est tout ça, c'est justement est-ce qu'il a raison dans ce qu'il voit, est-ce qu'il a raison dans ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce Ouais. qui se fait comme film dans sa tête, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que tout le film est lié à ça, clairement. Mhm, mhm. Oui, oui. Mais Oui, donc, oui. mais effectivement, mais dans Blow Up, ici, mais il faut pas que je me trompe, Thomas voit le cadavre de ses propres yeux dans le parc, et puis le lendemain, le cadavre, il a disparu. Jack a l'enregistrement entre les mains, et puis on le lui vole, malgré le fait qu'il a une copie. On a vu, on a entendu, mais ça ne suffit pas. La preuve existe, puis elle n'existe plus, et avec elle, c'est le crime lui-même qui semble s'effacer, comme s'il n'avait jamais eu lieu. C'est un vertige commun aux deux films, ce sentiment que la réalité est fondamentalement insaisissable, qu'elle nous glisse entre les doigts dès qu'on essaye de la fixer. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais faire une petite aparté pour parler de postmodernisme. Non, youpi. Merci, Chouette. Lucie. Et là, on a perdu tous nos auditeurs. Les Non, 5 auditeurs sont mais partis. ça va être super intéressant et pas très long. Mais donc, effectivement, cet aspect-là de la preuve et de son impossibilité rend les deux films profondément postmodernes. Puisqu'en effet, nous pouvons les replacer dans un contexte intellectuel qui est plus large, qui est donc celui du postmodernisme. En simplifiant, grosso modo, le postmodernisme émerge dans l'après-guerre comme une réaction à la pensée moderne et à son principe organisateur, c'est-à-dire le progrès. L'idée que la raison, la science et la technique nous mèneraient toujours vers le haut, s'effondre brutalement face à la découverte des camps et de la bombe atomique. Preuve que ce même progrès peut conduire tout aussi bien à la barbarie. Donc des penseurs comme Lyotard ou Jameson vont théoriser cette méfiance croissante envers les grands récits qui organisent notre rapport au monde, cette incrédulité nouvelle face aux systèmes explicatifs globaux. Et donc ce mouvement va aussi toucher de plein fouet notre rapport à l'image. Jusqu'alors, l'image technique, la photographie, le cinéma reposaient sur ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la trace. Si quelque chose a été photographié, c'est la preuve que cette chose a existé. L'image est un ancrage dans le réel, une empreinte du monde. Or, à partir des années 70-80, le développement de techniques permettant de fabriquer des images de toutes pièces, de plus en plus réalistes, vient faire voler en éclats cette certitude. L'image n'est plus nécessairement la trace d'un événement réel, elle peut être construite, manipulée, falsifiée, et c'est exactement ce vertige que Blowout et Blow Up met en scène. Jack a un enregistrement, une trace sonore d'un crime réel, et cette trace ne suffit pas. Elle peut être niée, volée, retournée contre lui. Dans le monde postmoderne de De Palma, la preuve n'est plus garantie. Elle n'est plus une garantie, c'est une fragilité. Et donc voilà, fin de l'aparté. Très intéressant. Et je me demande comment De Palma est en sueur devant toutes les vidéos faites à l'IA actuellement et tout. Il doit, je pense il qu'il doit serait haïr. intéressé justement parce qu'en vrai, ce qui le fait kiffer dans l'attentat de JFK, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux regarder le truc 10, 15, 100, 1000 fois et toujours essayer de trouver ce qui se passe. En fait, est-ce qu'il y avait vraiment un seul tueur, est-ce qu'il y en avait plusieurs. Absolument. Et lui, en fait, c'est ça qui le fait triper. C'est le truc de se dire, tiens, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Je pense que les images de l'IA, justement, ça doit le faire triper de ouf. Il doit se dire, ah, les gens là, mais ils comprennent mon cinéma, quoi. Mais donc je continue parce que il me reste encore quelques lignes. Mais donc à partir de là, je vais plutôt parler de divergence entre les deux films. Et c'est là que la comparaison, elle devient vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'elle révèle deux visions du monde radicalement différentes. Parce que la différence la plus fondamentale, c'est peut-être celle-ci, c'est que Blow Up est un film sur l'insignifiance du réel. Blowout est un film sur son poids écrasant et tragique. Chez Antonioni, quand le cadavre disparaît, Thomas finit par l'accepter. Il ne lutte pas. Il ne cherche pas à reconstituer la preuve. En tout cas, pendant un temps, si, puis il abandonne. Il ne se bat pas contre le vide. Donc la scène finale est à cet égard absolument éloquente, puisqu'il retombe sur un groupe de mimes qu'il avait croisé plus tôt dans le film, qui joue au tennis sans raquette ni balle. Et quand la balle imaginaire sort du terrain et que les mimes demandent d'un geste de la renvoyer, Thomas hésite un moment et puis il la renvoie.
il mime le geste, il entre dans la fiction et choisit l'illusion plutôt que la réalité. Et la caméra d'Antonioni suit la trajectoire de cette balle qui n'existe pas. C'est un film qui est moderne, au sens cinématographique, presque serein dans son rapport à l'absence de sens. La réalité nous échappe, les apparences nous gouvernent. Et peut-être que c'est ainsi, peut-être que c'est même très bien ainsi. Et il y a dans Blow Up, une forme d'acceptation tranquille du vide et qui est très caractéristique du cinéma moderne européen des années 60. Chez De Palma, il n'y a pas d'acceptation possible, pas de balle imaginaire à renvoyer. Sally, à la fin du film, spoiler, elle meurt vraiment. Son cri, il est réel, c'est un cri de terreur, de douleur, c'est pas une métaphore. Jack n'a pas le luxe philosophique de choisir l'illusion. Il est condamné à vivre ce qu'il n'a pas pu empêcher, avec le fait qu'il a donc envoyé Sally à la mort en l'utilisant comme appât. Blowout est un film sur la culpabilité, sur la responsabilité, sur le fait que les événements ont des conséquences qui sont irréversibles. Là où Blow Up est un film qui est plus, qui essaie de travailler l'indifférence, c'est-à-dire la dissolution de sens dans la réalité. Et donc Antonioni nous dit que le réel n'a pas d'importance, et De Palma nous dit qu'il en a une immense importance, que c'est précisément ça qui est une tragédie. Et puis je terminerai en disant que la dernière grande différence entre les deux films, c'est leur ancrage historique et politique. Blow Up questionne la réalité de façon un peu abstraite, philosophique, dans le long des années 60, un monde de mode, de photographie, d'insouciance superficielle. C'est un film sur la perception, sur l'illusion dans un contexte culturel où ces questions sont avant tout esthétiques et existentielles. Blowout, lui, ancre exactement les mêmes questions dans un contexte politique très précis, très américain. C'est celui de la corruption, de l'assassinat commandé d'un homme politique, les services secrets qui effacent des traces. De Palma prend le geste intellectuel d'Antonioni et lui donne une chair américaine paranoïaque, profondément marquée par les traumatismes des années 70, le Watergate, le Vietnam, l'assassinat de Kennedy, Martin Luther King. Et ce n'est pas une question abstraite de savoir si le réel est saisissable ou pas, c'est une question qui est politique, de savoir qui contrôle le récit, qui décide de ce qui a existé et de ce qui n'a pas existé. Mais donc au fond, c'est peut-être la meilleure façon de conclure en disant que donc De Palma ne cache pas l'influence d'Antonioni, il l'affiche dans le titre même de son film et puis bien au-delà. Mais ce qu'il fait de cette filiation, c'est de la retourner un peu comme un gant, là où Blow Up se termine sur une dissolution sereine, une acceptation tranquille du vide de l'illusion, qui n'est pas sans critique. Blow Out se termine sur une blessure ouverte qui ne se refermera probablement jamais. Les deux films posent la même question fondamentale. Peut-on vraiment saisir le réel ? Peut-on vraiment fixer la vérité dans un enregistrement, une image, un son ? Voilà. Ouais, Bravo, Eva. Ouais, bravo. Et... mais c'est hyper intéressant parce que je vois maintenant la différence dont tu nous. Enfin, les différences sont du coup majeures, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais du coup, ça me fait penser, le film se base exclusivement sur le complotisme. Et l'idée justement du film qu'on peut se faire à partir des événements et tout ça. Et c'est vrai que oui. Et que le truc de complotiste est énoncé clairement, parce que quand il va déposer le truc chez les flics, on lui dit mais qu'est-ce qu'il prend quoi. Oui, t'es fou. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que moi, si on me fait ça, enfin, on reprend la peau du flic et je dis, et si moi un type vient et me dit ouais mais non j'ai trouvé la vidéo et j'ai fait un montage son etc, bah, je lui dis non on va te faire foutre, allez c'est bon. Et je trouve que le flic justement est presque irréaliste dans le fait qu'il dise ok bah je vais écouter ton truc. Oui. Allez genre fais pas genre. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais c'est ce que disait Monsieur Tomasovic lors de la présentation de Blowout au classique du Churchill, mais c'est hyper actuel aussi dans cette idée des fake news, etc. et de plusieurs réalités sur un même fait, etc. Même si qu'on traverse ce que je parle avec le postmodernisme, c'est déjà très prenant à l'époque, maintenant c'est pire encore, et vous parliez de l'IA, mais de fait, c'est des réflexions qui sont encore super actuelles. Ouais. Super, une petite pause avant la dernière personne qui va nous raconter un peu tout ça. Sometimes, reality is the strangest fantasy of all. Vanessa Redgrave, David Hemmings, and Sarah Miles in Michelangelo Antonioni's first English-language film, Blow Up. At love without meaning, at murder without guilt, at the dazzle of the madness of London today, Antonioni's camera never flinches. Blow Up, a Carlo Ponti production in color. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, je vais céder la parole à Héloïse qui va nous parler du voyeurisme dans le film de De Palma.
Eh bien oui, mais pour parler de voyeurisme chez De Palma, il faut d'abord parler d'un concept qui est assez inhérent à son cinéma. Et qui Le relate- sexisme. Déjà, ça viendra après. On m'a coupé l'arme sous le pied, j'ai l'impression d'être Félicien, les gars. Je vis ça tous les jours. Tout le temps avec Lucie en plus. Et du coup, ici, c'est pas relatif au sexisme, même si j'y viendrai, c'est relatif au regard et à quelque chose qu'on appelle la pulsion scopique, qui est ce désir de voir, de regarder, et qui va bien au-delà du simple plaisir visuel, mais qui touche à quelque chose qui est plus profond. Et c'est vrai que dans chaque film de Palma, il semble que quelqu'un regarde, que quelqu'un espionne, et le cinéma lui-même devient le dispositif de cet espionnage, comme l'a bien dit Marco Polo. On va arrêter. Je dis non. Mais en fait, ce geste de la vie de Palma, comme tu l'as également évoqué, c'est pas anodin quand on repense à un des éléments qui l'a poussé vers cette carrière de cinéaste, à savoir la prise en filature de son papa pour prouver son adultère. Adultère, ouais, bien sûr. Ça marche. Adultère, ce serait pas du point de vue de la maman, je ne sais pas. Non, c'est de deux. Ouais, c'est deux. Ok, ça va. Adultère, c'est trahison. Ouais. Ok, ça va. La romaniste, désolée, je fais attention aux mots. Pas du tout. Mais donc, Blowout, sorti en 81, est sans doute son œuvre la plus réflexive sur ce sujet. Et c'est un film, parce que c'est un film sur l'enregistrement, sur les traces que laissent les corps dans les sons et dans les images. Et c'est aussi, comme on va le voir, un film qui est profondément ambigu sur ce qu'on fait des corps des femmes. Et donc, pour parler du voyeurisme dans le cinéma de Palma, autant commencer par la scène initiale, puisque le film commence par une fausse ouverture. Très intéressante d'ailleurs. Enfin, je veux dire, oui. formellement. Oui, j'étais très surprise moi quand j'ai vu, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le film il est tourné comme. Je me suis d'abord dit, Oui. c'est pas de Palma, c'est un mensonge en fait. Oui, mais oui, on voit que ça fait tâche parce que justement, c'est une parodie de film d'horreur d'un slasher cheap avec une caméra subjective, celle d'un tueur qui arpente les couloirs d'une résidence universitaire où on y voit des filles en petite tenue, la douche, le couteau. Et donc C'est tout clair, ça, c'est parodique et c'est délibérément grotesque. Mais De Palma ne fait pas ça pour se moquer du genre depuis une position confortable, il le fait pour nous piéger. Il nous montre que nous sommes déjà en train de regarder, que nous avons accepté le dispositif voyeuriste avant même que le vrai film ne commence. Et donc la parodie est comme un miroir qui serait tendu au spectateur. Ce dispositif de caméra subjective va être repris au sein du film directement, avec une séquence où on suit un tueur qui est sur le point de tuer sa première victime, où il y a justement ce truc de split screen à un moment. Absolument, qui est hyper intéressant. Oui, donc qui est un beau shot. Voilà, je donne ça au film. Mais ce qui est intéressant, c'est que la scène de début, comme tu l'as décrit, c'est aussi un héritage de Carpenter. Et Ouais, moi, c'est ça. j'ai vu j'ai vu la scène, je me suis dit, ça, c'est Halloween de Carpenter. Si c'est pas ça, je comprends pas ce que c'est. Et moi qui suis un gros fan de Carpenter, du coup, je me suis vraiment dit, là, il se fout de la gueule de Carpenter. Genre, il ose faire ça. Et genre, je me suis vraiment dit, oula, je vais pas être content contre le Mais film. non, mais précision, c'est ce que M. Tomasovic expliquait à la présentation au classique. Que en fait, on aurait tendance à croire qu'il se moque de Ouais, mais Carpenter, non. qu'il parie Carpenter, mais c'est plutôt qu'il parodie des gens qui essayent de reproduire Ouais, Carpenter. ouais, c'est ça, et ça qu'on remarque d'ailleurs. Ouais, mais Et quand on écoute déjà De Palma en parler, Carpenter, il l'apprécie quand même. Oui. Et inversement. Mais oui, Mais pardon. oui. Mais non, coupez-moi quand vous voulez, les gars. J'aime beaucoup ça. Parce que ouais, je suis loin d'être une spécialiste. Mais donc, oula, On l'est je pas, me- hein. Personne ne l'est, je pense. Si. Mais donc, cette caméra subjective, comme dans le slasher, est la même que dans le slasher du début, mais maintenant c'est réel et c'est dans le film. Et donc De Palma, il recycle délibérément le même outil, mais cette fois on rigole plus. Il nous met en position de complice d'un meurtre et il nous fait voir ce que voir veut dire. Et pour rester aussi dans cette même logique pour voir la position dans laquelle De Palma met les spectatrices, il y a une scène où Jack, le personnage de Travolta, dissimule et cache l'enregistrement qu'il a pris de la scène du crime dans un faux plafond. Et ça, c'est filmé de l'extérieur, à travers une fenêtre. Et subitement, on se retrouve dehors à regarder Jack qui pense être seul. Et alors, on se dit, quelqu'un est en train de le regarder. Sauf que non, ce quelqu'un, c'est nous. La caméra prend position à l'extérieur, non pas pour instaurer un suspense narratif, mais pour rappeler que nous n'avons jamais été à l'intérieur et que nous avons toujours été dehors. C'est vrai que c'est un des Ouais. schémas en plus récurrents dans le cinéma de Palma. Hein. Je pense notamment à Phantom of Paradise, je pense à Carrie. Où en fait, on a cette scène, on a une espèce de. On voit ce personnage qui n'existe pas, qui est vraiment juste là pour être une caméra et qui est en fait la place du spectateur, de la caméra et surtout de Palma. Donc De Palma se pose lui-même en tant que spectateur dans son propre film et pose surtout le spectateur à obliger de regarder d'un point de vue particulier. Et je sais que tu n'aimes pas le début de Carrie, mais dans Carrie, justement, il nous oblige
à voir ces corps de jeunes filles et presque en vouloir plus. Et je Ah dis bah, ça en étant. clairement. Oui, c'est Ouais. ça. Ah Et en bah, vouloir clairement. voir un peu plus que ce qu'on voit, justement. Ouais. Pour nous mettre dans une position un peu horrible qui est celle de on veut voir ce corps. Donc en fait, on se met dans la Mm. position des bullies qui vont après se foutre de la gueule de Carrie pendant tout le long du film. Mhm. Parce que déjà là, on est dans cette position-là. Bref, Mais pardon. Mais oui, c'est ça. Et donc, en ce sens, c'est très intéressant quand même le cinéma de Palma. Après, moi, je ne suis pas fan. Mais J'entends. c'est les goûts de chacun. Mais donc, cette logique de voyeurisme qui, donc, ici, je l'explicite aussi d'un point de vue visuel, dans le film Blowout, c'est très axé aussi sur le son. Et simplement, on peut rappeler la scène de l'accident où Absolument. le personnage de Travolta va donc, comme l'a dit Félicien, sortir pour capturer des sons et va malencontreusement capturer le son d'un accident. Et que en outre de ça, il y a aussi ces scènes avec un micro embarqué. Je sais pas si c'est une bonne expression, mais Ouais, qui non, a c'est ça ça. dans son ancienne vie de flic, mais également donc dans la fin tragique de Sally, où il y a un peu cette logique de pouvoir écouter autrui sans être dans la même pièce. Vas-y, Eva, ouais. Peut-être que je te coupe l'herbe sur le pied, mais Mais n'hésite par pas. rapport à la scène du début où il enregistre l'accident, il y a aussi lui qui enregistre le couple C'est ça. sur la Ouais, berge. ouais. Ouais, en mode voyeur. Oui, en mode Très voyeur. voyeur. Et d'ailleurs, la dame est très, enfin la femme du couple est très très mal à l'aise. Oui, et lui, il en rit. Enfin, il y a un Ouais, truc oui, où oui. il reste et il entend qu'elle dit « Ah, mais il nous regarde, c'est bizarre, ça fait peur ». Et il continue de les regarder. En qui est- riant, ouais. Et en riant, et en trouvant ça un peu cocasse, etc. Ce qui est quand même assez déstabilisant. Enfin, moi, ça m'a mise un peu mal. Je suis en mode, Ouais, bon, non, bah, mais c'est intéressant dans son voilà. position, je trouve. Mais oui. donc voilà, grossièrement, pour ce qui est du voyeurisme, parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps. Non, Parce que, tu peux, oui, mais vas-y, j'entends. Parce qu'on va critiquer, les gars. Donc voilà, mais donc je vais parler du traitement des personnages féminins dans Blowout, parce que je pense que c'est assez important d'en parler. Oui, bien sûr. Donc, dans ce film, les femmes sont pas mal réduites à enfin pas mal réduites, c'est pas français, juste les femmes dans ce film sont réduites à être des TDS ou à être des femmes naïves et manipulables, ou comme j'aime à dire, yakak. Et donc, et le personnage de Sally en ça, qui est le personnage principal et donc le plus intéressant à être analysé ici, pardon. Et donc, ce personnage, il est utilisé par plusieurs hommes à des fins différentes. Elle est utilisée comme appât plusieurs fois. Et dans tous ces moments, donc que ce soit par, j'ai oublié le nom du personnage, mais le monsieur bizarre, avec son appartement qui est un peu lugubre. Lequel le tueur en série? Non, celui qui Non. prend des photos. Ah oui, le photographe, oui. Oui, Ouais, le le photographe. Que ce soit par lui ou par Jack, elle est utilisée comme un appât. Et ce qui est très déshumanisant. Et dans ces deux cas, le spectateur va juste la regarder. Et en fait, à aucun moment, elle n'est vraiment genre sujet de sa propre histoire. Et il y a une ligne qui, moi, m'a marquée au début du film, où elle est à l'hôpital et le personnage de John Travolta, c'est Jack, ouais. Jack la retrouve et insiste pour qu'elle reste bien au lit, parce qu'elle veut partir. Et elle lui dit non, mais ils veulent me garder en observation, mais moi j'aime pas être observée. Et donc elle dit cette phrase qui moi sur le moment m'a fatiguée, parce que du coup j'avais la mission de regarder ce film en sachant que j'allais devoir parler de voyeurisme, et donc je me suis dit ah voilà. Et en fait je trouve que cette phrase est hyper importante et vraiment pas du tout anodine, surtout pour un film aussi bien construit, en tout cas aussi construit, puisque c'est une mise en abîme directe du problème, puisque Sally va articuler elle-même clairement son refus d'être vue, d'être examinée et d'être soumise au regard, en l'occurrence médical. Et le film va passer le reste du temps à violer ce désir. Ici, on parle du coup du cadre médical, mais il me semble que le rapport de Sally au maquillage est aussi un détail important, puisque Sally ne veut pas être vue sans maquillage. Même dans la même scène, John Travolta, je pense, lui dit qu'elle est très belle et elle cache son visage en disant « But I don't have any makeup on », et que c'est le seul truc auquel elle pense alors qu'elle a failli mourir. Et puis une autre scène où ils vont boire un verre et où elle lui explique le no make-up look et que le mec fait genre il voit pas qu'elle a du maquillage alors que ça soit bref, je trouve ça un peu drôle. Et en fait, tout son rapport avec le maquillage, avec tout son rapport au maquillage, on voit que Sally, elle ne veut pas être vue vulnérable sans ce masque social qui est quelque chose d'assez imposé dans le cinéma aussi. Une femme Non, sans bien sûr. maquillage, c'est pas une femme qu'on voit au cinéma, il me semble.
Et c'est comme si le maquillage, c'était pas une coquetterie, c'était une condition de présence, et que quand il disparaît, elle disparaît avec. Et spoiler, je vais parler de la fin. Tu peux, on est Ça là. va. Je veux dire, si une personne écoute ce podcast en C'est voyant ce que je me dis. Blowout et qui se dit « Ah non, mais je l'ai pas encore vu, c'est pour me donner envie », non. Voilà. Et si jamais c'est le cas, ben voilà. Je vais parler de la mort de Sally, qui est une scène qui est très commentée sur le film, et qui est aussi une scène que j'ai trouvée très dérangeante, où en fait on la voit mourir en haut d'un grand escalier, en plein cœur d'une parade publique, avec une foule en contrebas, des cloches qui sonnent, une mise en scène presque digne d'un opéra. Elle meurt en criant, le corps offert au regard de tous. Et c'est exactement ce qu'elle avait dit ne pas vouloir, être observée et être exposée. Et c'est aussi très intéressant, mais surtout très problématique, je trouve, dans Blowout, la façon dont cette scène est à mes yeux très esthétisée et filmée d'une manière lyrique, avec une photographie qui est somptueuse, une belle musique, une chorégraphie qui est millimétrée, le fait que la scène a été retournée et qu'elle a été retournée à l'identique, Oui. comme le disait Marco, c'est quand même pas anodin. Et qu'en fait, tout concourt à nous faire comprendre en tant que spectateur qu'on vit un moment de cinéma qui est exceptionnel. Et je pense que ça doit nous interroger. Surtout quand on sait que le destin du personnage de Sally et sa destinée, c'est de ne survivre seulement que dans la bande sonore d'un film de série B. Un cri qui était l'expression la plus intime et la plus désespérée de sa vie, puisque c'est seulement de sa mort qui devient un simple effet sonore. Il est utilisé sans son consentement à des fins commerciales pour faire peur à des spectateurs qui ne savent pas ce qu'ils entendent. Et donc, en ça, on pourrait lire un geste critique de De Palma par rapport à l'industrie du cinéma d'exploitation. Mais on peut aussi légitimement se demander si le film lui-même ne fait pas la même chose, à savoir utiliser le corps de Sally, sa mort, sa peur, pour construire un récit qui nous captive. Parce que moi, ce qui m'a vraiment dérangée et qui m'a mise extrêmement mal, c'est le fait qu'en fait, des femmes se font tuer, violer et traquer dans la vie réelle, que les femmes se font utiliser et instrumentaliser, réduire au silence dans la vie réelle, et qu'en fait, le cinéma, outre Blowout, donc le cinéma en général, a longtemps eu recours à l'esthétisation de ces violences, les rendant presque jouissives pour le spectateur. Et cette mise en scène lunaire et quasi onirique de la mort de Sally, je pense, participe à ce mécanisme, puisqu'elle en crée une beauté formelle qui en fait presque oublier ce qu'on est en train de regarder. Et en fait, De Palma le sait. Et oui, peut-être, ça fait partie de son génie, mais peut-être aussi de sa limite, puisqu'il montre le problème avec une acuité rare, mais il ne peut s'empêcher de le reproduire en le montrant, je pense. Ouais, là, je suis pas spécialement d'accord. Voilà. Mais ouais, là, j'entends et t'as encore des trucs à dire? Bah, en vrai, j'avais une mini-conclusion. Vas-y, conclue pour alors. dire, Comme ça, on en parle après. Ouais, ça bien va. sûr. Bah, que Blowout est un film sur l'impuissance du regard, où en fait le personnage de Jack, il a tout vu, il a tout entendu, mais il n'a pas pu empêcher la mort de Sally. Et qu'en fait le voyeurisme, que ce soit par la caméra ou par le micro, il donne pas de pouvoir sur le réel et sur les événements, et il crée seulement l'illusion d'être présent, d'être au courant et de comprendre. Et Oui, non, mais oui, bref. Non, mais c'est intéressant, super. parce que- mais ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Non, Ouais, c'est c'est sur ça. la preuve et son impossibilité. Mais c'est ça, et puis par rapport, du coup, pour conclure, par rapport au voyeurisme, bah, en fait, on peut se demander si le cinéma peut être une critique du voyeurisme sans lui-même l'être. Est-ce qu'on peut montrer l'objectification des femmes sans les objectiver pour de vrai? Ça, je pense que De Palma, du coup, n'a pas la réponse. Ou, en tout cas, on pourrait dire que la réponse, c'est son film, avec toute l'ambiguïté qui le constitue. Donc voilà. Merci Louise, super Mais c'est intéressant. super, super intéressant. On fait parce une que- courte pause et on reprend juste après. Oui, hein, Voilà. c'est- Et on réagit non, justement non. par rapport à ça. Oui, hein, oui, oui.
vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, on va critiquer Blowout. Il aura fallu 4 prises pour arriver à ça, mais vous avez enfin entendu. Bravo. Ouais. Oh là Donc, là. C'est ok. Mais on va en faire la critique. on va en Oui. faire la critique. Et oui. certains On vont le refait, critiquer. les gars. Non, je rigole. Non. Oui, on va en refaire Oui, la critique. j'ai envie de juste rebondir sur justement ce que tu avais terminé par dire, justement, avec toute la dimension, l'absence de féminisme on va dire, dans le film de Palma. Oui. Et en fait, je suis quand même pas mal en désaccord avec l'analyse que tu en fais, parce qu'il faut remettre le film dans son contexte déjà. On est dans les années 80 et les personnages féminins forts qui sont dans le cinéma américain, en fait, c'est quasiment inexistant. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas très fort. Et les personnages sont souvent des personnages accessoires, ce qui est le cas. Je ne vais pas le nier. Ce personnage-là est un personnage accessoire, je le reconnais tout à fait. Mais comme c'est le cas dans pas mal de films de ces années-là, donc c'est très difficile pour moi d'arriver à me dire que, en fait, il est plus sexiste qu'un autre. En fait, non, c'est juste les codes de ce moment qui sont comme ça. Et malheureusement, bah voilà. Oui, mais je trouve que justement le fait qu'il joue beaucoup avec le voyeurisme dans son film fait que il est conscient de ce truc-là, Oui, il est c'est ça, mais je conscient trouve de que ce délire de justement- pulsion scopique et que donc il doit se rendre compte que ça donne Mais quelque il chose se de rend compte. différent à l'écran Ouais. quand il Mais fait vraiment, ça il s'en rend compte. avec Travolta ou qu'il fait ça avec Nancy Allen. C'est deux choses qui sont vachement différentes. Mais pour moi, il le fait parce que justement, la scène finale, quand il le met justement sur le disque, quand elle le dit effectivement très justement, je ne veux pas être filmé, et à la fin, elle est quand même sur un disque. C'est pour dire qu'en fait, les hommes n'en ont rien à foutre de son avis. Et il le dit Mais oui, explicitement mais, dans le film. oui, mais justement, c'est explicite Travolta pour qui a la larme à l'œil, qui va au cimetière et Oui. on entre en empathie avec lui et t'as l'impression plutôt que moi l'idée que j'ai avec ça et avec la fin du film c'est plutôt ah bah tiens regarde c'est un peu genre un hommage il arrive pas trop à la quitter et enfin j'ai Dans pas une du première tout vu lecture ce- du film peut-être, mais quand tu t'analyses un peu le film, tu te rends compte que c'est pas le cas et qu'en fait, elle a pas envie d'être là, elle a pas envie de faire ça. Du début à la fin, elle dit non, 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 non. Et en fait, c'est lui qui le pousse. Le véritable méchant de ce film-là, c'est un peu le psychopathe, c'est John Travolta du début à la fin. Et on C'est est lui bien qui la d'accord. tue. Oui, mais surtout. Oui, mais je suis pas sûr que c'est mis en scène comme ça, moi. par Non, contre. bien sûr je que suis non. d'accord avec toi, mais je sais pas si c'était intentionnel que ce soit le véritable Mhm. méchant. Quand il a réalisé le film-là et la lecture qu'il voulait qu'on en fasse, je suis pas certain. Bah que si, ce parce soit qu'il commence que par ce- dire que, justement dans son truc que le personnage est tellement méchant qu'il faut un visage de la vertu et qu'il prend Travolta pour ça. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Et donc dès le début du film, il sait que son personnage est en fait ultra antagoniste et il crée ce personnage-là pour être comme ça. Et toutes les scènes où on voit Travolta, en fait, Travolta, son comportement avec Nancy Allen, franchement, il est pas ouf du début à la fin. Mais moi hein. ce comportement un peu comme antagoniste tout. je l'ai pas tellement vu que ça Bah, c'est pour ça que je disais ça. Moi, je l'ai pas du tout lu comme ça. Mais surtout, tu parlais du contexte des films de cette époque. Et en ça, moi, le comportement de Travolta avec Nancy Sally, Allen, ouais, non, Sally. oui, la manière dont il force avec elle et tout, pour moi, ça, c'est dans ce truc-là, dans cet héritage, et ce mimétisme Ouais, bien de ce sûr. contexte-là. Et en fait, et moi, je déplore tous ces films-là. C'est pour ça que je hais, mais du plus profond de mon âme, ce genre de film. Enfin, moi, Scarface, ces trucs comme ça. Mais en fait, genre, il faut me donner de l'argent pour que je regarde ça, genre, parce que je déteste ça. Et là, je trouvais ça d'une violence sans nom. Et à chaque dip, enfin, je sais pas si tu veux dire un truc avant que je... non je pense que tu peux y aller moi je vais enfin c'est pas une note de fin mais c'est plus Ok. un constat général. Ok, parce qu'en gros, j'allais juste dire que moi, ce film-là, sur une personal note et tout, moi, ça m'a pris aux tripes et j'étais en sanglots à la fin du film, genre, et je pense pas que c'est nécessairement ce qu'il faut. Déjà, j'étais extrêmement mal par cette scène où il la prend dans ses bras, il y a les feux d'artifice, j'étais en mode, mais en fait, on se fout de ma gueule. Et L'esthétisation de cette scène-là, justement, je trouve qu'elle est faite Mais après- exprès pour être abusée, tu vois. oui, genre- de fait. Mais je pense que, enfin, moi, en tout cas, sur le moment, ça m'a juste mis mal. Et du coup, j'étais en gros sanglot parce que en fait, j'ai eu le même ressenti devant cette fin après ce blowout, qu'après Irréversible de Gaspard Noé. Ouf. Et genre, et je trouvais que, et je sais, peut-être c'est moi qui l'ai pas vu au bon moment et qui l'ai vu à un stade de la manière Ouais. dont je l'ai vu, j'ai dû le voir en plusieurs fois. Enfin, j'ai pas été le voir au cinéma et tout. Et d'ailleurs, j'étais contente de pas le voir au cinéma parce que je pense que ça m'aurait mis plus mal de devoir supporter le truc. Parce que moi, c'est même le reste du film qui est très louable et tout. Enfin, je disais à Eva justement. Oui, moi, j'ai pas tant d'arguments en soi, autres que c'est pas fait pour moi, quoi. Parce qu'en soi, je trouve qu'effectivement, c'est très bien tout ça, c'est juste que moi, je suis pas touchée. Mais je sais que le film, je le trouvais long, etc., que ça me saoulait, que j'avais envie de regarder autre chose, que machin. Et cette fin, moi, ça m'avait mise très mal. Et c'est ce truc qui est un constat plus général par rapport au cinéma de manière générale, quoi. Et d'ailleurs, j'ai dit à Eva, hashtag, vous allez dire Pecatella, parce que moi, j'ai dit à Eva, mais c'est quand même fou qu'on fasse un épisode sur ce film-là, genre. Et que j'étais en mode, purée, ça me...
je sais pas, et ça m'avait vraiment. J'ai pas du tout aimé, moi, ce film. Et donc, je suis un peu la personne qui vient. Tu viens de nuancer Je viens de nuancer le truc, oui. Parce qu'en soi, je pense que c'est un film qui doit être vu, qu'il faut le remettre dans son contexte, effectivement, que du point de vue de l'histoire générale du cinéma, c'est très important, etc. Mais que juste que moi, à titre personnel, ça m'a déplu. Et voilà, et je tenais à mettre... Et genre, tout à fait, Voilà. c'est Ouais. ça. Et vraiment, je peux comprendre du coup, parce que le traitement des personnages féminins est effectivement pas ouf. Je vais pas dire catastrophique parce qu'il y a bien pire dans les mêmes années, du coup. Oui. Enfin, vraiment. Mais et je suis d'accord. Mais moi, là où le film, pour moi, est le meilleur de De Palma, en fait, je vais même pas. Au départ, c'était Phantom Paradise ou alors Reacted, là. Mais non, c'est celui-là de loin parce que formellement, on n'a pas encore parlé de l'étalonnage du film. Mais en fait, le film joue avec 3 couleurs et uniquement 3 couleurs. Il faut bien le préciser. C'est le rouge, le bleu et le blanc, qui sont en fait des couleurs de drapeau américain. Et le film se termine sur le 14 juillet, fête du coup de l'indépendance des États-Unis. Et je veux dire. 4 Le juillet. 4 Le 4 juillet, pardon. Ouais, Euh, Fourth of 4 July. juillet, évidemment. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que formellement, le film va jouer uniquement sur ces 3 couleurs-là et va jouer à fond dessus. Et chaque couleur va avoir une signification qui lui est propre et va être associée à un personnage qui lui est propre. Je veux dire, le rouge, par exemple, par rapport au tueur, et le bleu par rapport à John Travolta. Et après, on va justement avoir ce mélange des deux. Et à la fin, on voit justement John Travolta est à la fois en bleu et en rouge pour apporter cette nuance des deux, pour dire qu'à la fois maintenant, bah, c'est plus vraiment un héros, c'est plus vraiment un méchant, c'est les deux. C'est ça que je veux dire, quoi. Et tout le traitement des couleurs, la scène de fin avec l'espèce de carrousel. Donc, il faut savoir que cette scène-là, c'est un fond vert, du coup, ça se voit. Mais ils sont sur un carrousel qui tourne. La caméra est là, elle tourne sur elle-même. Et après, on a rajouté justement ce feu d'artifice bleu et rouge, justement, pour avoir ces reflets de lumière sur eux. Enfin, c'est magnifique. Et la scène de course poursuite, je suis d'accord, elle est très grandiloquente, très belle. Mais justement, je pense que cette suresthétisation est faite exprès aussi pour nous montrer qu'en fait, c'est le sommet de son film. C'est vraiment le moment, Le climax. le climax du film, où là, en fait, le bleu et le rouge sont absolument partout, vraiment à chaque plan, absolument partout, parce qu'en fait, ça y est, le film est gris. Enfin, gris, on se comprend, pour dire qu'il est à la fois blanc et noir, à la fois rouge et bleu. Il est les deux, en fait, maintenant. Et je trouve qu'on arrive à un climax qui arrive en montée en puissance au fur et à mesure, qui est parfait. La mise en scène, moi qui ai vu du coup pas mal de Palma, je trouve que c'est le sommet de son cinéma. Vraiment, c'est le meilleur de son cinéma, il est là. C'est à la fois, il maîtrise tous ses concepts parce qu'il a déjà travaillé avant depuis longtemps et il s'est pas encore perdu avec tous ces trucs d'après. Les studios lui font encore confiance. Les acteurs jouent bien. Je trouve que Travolta est excellent dans son rôle, malgré le fait que c'est Travolta et que voilà, Travolta quoi. Oui. Et oui, voilà, il y a pas mal de polémiques par rapport à lui, et évidemment, voilà, Oui. Travolta. Mais je trouve que le film est absolument splendide du début à la fin, et même l'intrigue policière, je la trouve brillante. Bref, voilà. Eva, vas-y. Moi, je voulais rebondir sur de nouveau la question de la superestilisation de la scène finale parce que moi, quand je me souviens de l'avoir vue au ciné et puis même avant, oui, donc j'ai compris qu'elle était décédée, qu'elle était morte, Sally, mais je faisais pas attention à ça. Je faisais attention à la beauté presque parfaite de cette scène pour moi, le truc est noyé et je vois très bien et j'entends très bien. Je trouve ça super intéressant le traitement et puis même ce que tu dis, les couleurs qui ramènent au drapeau des États-Unis. Et ici aussi, on peut faire une critique puisque plus largement, il ancre son film, comme je te le disais, dans un contexte de corruption Ouais, bien politique, sûr. policière et d'assassinat. Mais en même temps. Et puis pareil, quand on parle du fait que effectivement les traitements de personnages féminins à cette époque-là, c'est compliqué. Et bon, c'est pas aussi grave que ce qu'il y a déjà eu. Oui, Et en même clairement. temps, je pense qu'il faut Par quand rapport même à Scarface. malgré le fait que c'était à cette époque-là bien précise, il faut re-responsabiliser un peu les réalisateurs de ces temps-là qui, en fait, on n'était pas en 1915, quoi. On était dans C'est les ça. années 80. Et dans les années 80, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Et en fait, ce qui me met très mal à l'aise, c'est vraiment parce que moi, tous les constats d'Elo, je les avais pas vus autant. Effectivement, j'avais bien compris que le traitement de personnes féminines, ça n'allait pas, mais j'avais pas été aussi touchée parce que elle raconte. Et dans un film qui se veut justement interroger le voyeurisme et la pulsion scopique au cinéma, et d'en faire vraiment, c'est la toile de fond de tout Ouais, bien tout sûr. son truc, et qui est très importante pour De Palma, justement, ne pas réussir à dépasser ça. Par exemple, je suis persuadée que si le film avait tourné par les Sciamma, je ne sais pas, ou en tout cas quelqu'un qui aurait été capable de se saisir des outils du film gaze comme il aurait été théorisé après, Ça, tu peux ça aurait et je pense qu'il faut que, des réalisateurs comme De Palma et même plus largement toute personne qui produit des images doit pouvoir être re-responsabilisée par rapport à ce qu'il produit, parce que en fait, tout ce que, même si il y a même si j'entends qu'il y a une dimension de critique dans ce que De Palma fait ici avec le personnage de Sally, il n'empêche que c'est pas tout le monde qui va la voir
Et il n'empêche qu'elle elle va quand même participer à cette construction d'un personnage stéréotype féminin et à la culture du viol et tout ça, et patati et patata. Alors même que c'est pas son but, et je l'entends aussi, mais je trouve que c'est important de pouvoir quand même revenir sur cet aspect-là. Vas-y, Hello, je note en même temps. Ok, mais moi je voulais juste dire aussi que je trouve que le jeu de l'actrice, c'est Allen, mais son prénom c'est Nancy Allen. Nancy, qui est un peu particulier et parfois je suis personne pour dire que quelqu'un joue bien ou mal, mais je trouve qu'elle a un jeu qui est quand même qui diffère de celui de John Travolta et qui en fait joue dans ce truc de la faire passer pour une yaka. Mais jeu qui est surtout très typique, comme Marco disait, effectivement, très typique du traitement des personnages féminins à cette époque-là. C'est ça, et que pour moi ça s'inscrit là-dedans et qu'il y a un truc en fait de, si pas volontaire en tout cas, et peut-être involontaire, inconscient, machin, mais qui est très... je sais pas, moi ça m'a mis si mal. Et après, là, je parle à titre hyper personnel et genre de réception. Oui, bien sûr. Et donc là, en ça, moi, je me mets dans une critique qui est différente d'autres critiques ici. Voilà. Mais parce que du coup, c'est pas sur le même plan, on va dire. Mais oui, voilà, je voulais juste rajouter ça. Non, mais c'est aussi intéressant. Je veux dire, on reçoit un film aussi par rapport à notre biais, on va dire, personnel. Je veux dire, on ressent un film et on le vit. Moi, j'ai tendance à essayer de séparer les deux parce que on se dit qu'il y a la critique du film en tant que tel et la critique après de ce que nous, on aurait voulu de ce film. On essaye souvent de faire la différence entre les deux, entre le film qu'on a et le film qu'on veut. Et quand on a les deux, on est content, mais c'est rarement le cas. Et ici, je suis évidemment d'accord avec vous. Il y a des gros problèmes par rapport au personnage féminin, mais il faut vraiment se dire que les influences du coup de Palma, c'est Hitchcock. Et par rapport à Hitchcock, c'est même pas comparable le traitement des personnages féminins, c'est ça que je veux dire. Par rapport à ça, il va quand même beaucoup plus loin que la blonde qui est juste là. En plus de ça, un de ces autres trucs, c'est la pulsion scopique, et donc l'idée du voyeurisme. Et l'idée du voyeurisme est beaucoup travaillée. On reproche à De Palma d'être sexiste et d'être juste un gros pervers qui s'amuse à mater des jeunes filles nues. Ce que je peux entendre, vraiment, premier degré. Mais je trouve qu'en fait, en nous mettant face à des filles nues et pas totalement nues, il nous oblige à mettre dans cette position de se dire j'ai envie d'aller plus loin en fait, et de nous mettre par rapport à notre propre truc, de se dire en fait c'est un film qui est destiné aux hommes, clairement ce film-là. Il écrit, les cinéphiles à cette époque-là, je veux dire, c'est quasiment que des hommes. Ses potes, c'est que des hommes. Et en fait, ce film-là, il est pour dire à un moment donné, toi, homme, regarde ça, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu n'auras pas, et tu sais ce que toi, en fait, t'instrumentalises chez la fille. Et en fait, toi, tu mets la peau de John Travolta, et effectivement, tu vas te mettre comme les autres, et tu vas en fait utiliser la meuf pour arriver à faire ton film de merde, et pour utiliser son cri, au final, en fait, t'es une merde. Et je trouve que le film, effectivement, en première lecture, peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'effectivement, on n'arrive pas à le voir, mais c'est un film qui est tellement majeur dans l'histoire du cinéma que c'est pas un film qu'on regarde qu'une fois. Il y a tellement d'analyses qui ont été faites sur lui que c'est un film qui doit être travaillé, qui doit être réfléchi et tout ça. Et je peux pas reprocher, moi, à De Palma ce genre de truc parce qu'en fait, il est dans une époque qui est particulière. Et reprocher de pas avoir de female gaze alors que le female gaze a été théorisé quasiment 15 ans plus tard, je sais pas. Et il y a encore aucune étude de genre par rapport à ça à ce moment-là. Je veux dire, les films majeurs, on va dire féministes et tout ça. Bien sûr, mais il y en a, mais c'est des prémices. Mais oui, mais quand tu parles et que tu réfléchis à la position du regard au cinéma, tu dois. Il faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre que la position du regard, elle est différente quand on regarde une femme ou un homme. Je pense pas parce que honnêtement, théoriquement, ça arrive très tard. Je veux dire, et il y a personne avant justement ce fameux ouvrage du film. Oui, c'est 85, c'est ça, je pense. 85, 4 ans plus tard. Et surtout, c'est pas connu à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je veux dire, quand le bouquin sort, ça n'avait pas encore parlé de lui. C'est bien plus tard que ça avait parlé de lui. Donc, on ne peut pas reprocher au bougre de ne pas avoir pris un regard féminin alors que ça n'existe pas à ce moment-là. Ce n'est pas question de reprocher, mais c'est plus d'interroger la manière dont lui réfléchit à ça, par exemple. Enfin, c'est comme Héloïse disait là à la fin de sa chronique, comment est-ce qu'on fait pour interroger et pour problématiser l'objectivation des femmes sans les objectifier et juste. Voilà, effectivement, on lui reproche pas personnellement à De Palma. On trouve juste que c'est dommage que effectivement ça n'a pas été fait et que il faut pouvoir aussi réfléchir sur ça et regarder le film sous cet aspect-là, quoi. Tantôt, Félicien voulait prendre la parole. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est un cinéma d'hommes et c'est un film pour hommes. Mais je pense pas que quand il le met en exergue, quand il dit, il a cette volonté de critiquer ça, tu vois. Genre, je ne pense pas qu'il a cette volonté-là, mais c'est quand même présent dans son film. Tu vois, je veux dire, un film dépasse son auteur, c'est toujours le cas, et pour les grands films, c'est le cas. Et ici, ça le dépasse. Et dans le point positif, par rapport au point négatif aussi, je veux dire, là, on remarque quand même le traitement du personnage féminin par rapport aux autres films à côté. Je pense à Scarface qui sort 2 ans après. Le personnage féminin, ça n'a rien à voir. Et même dans Scarface, vous qui l'avez vu, le personnage féminin est hyper intéressant parce que justement, c'est un personnage qui est méprisé, qui est tout le temps rejeté. Et au final, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage féminin ? Elle va se suicider parce qu'en fait, elle peut plus vivre dans ce monde-là. Et ce gros con qui essaie de l'instrumentaliser, de prendre elle parce qu'elle est juste belle, etc., elle l'envoie se faire foutre. Je veux dire, c'est difficile de reprocher à
à De Palma d'être d'être réac par rapport aux femmes, alors que c'est l'un des seuls auteurs par rapport aux autres, je veux dire, qui arrive vraiment à traiter son féminin, pas d'un point de vue cliché justement comme les autres, et qui va un peu plus loin que du Hitchcock qui a une belle blonde et c'est tout quoi. Et je suis d'accord avec vous, effectivement, par rapport à nos normes de maintenant, c'est pas assez, et ça devrait être beaucoup plus, mais j'ai du mal à lui reprocher, et j'entends ce que vous dites, c'est une remarque pertinente de nos jours quand on a la Je le nuance. reproche au film, Mais pas oui. à De Palma, et voilà, c'est ce que je disais tantôt, c'est important de pouvoir voir le film aussi avec ce regard-là. Je pense que la problématique, elle est aussi dans le fait que, par rapport à justement, tu dis Hitchcock, qui a une blonde qui est plantureuse, ne sert à rien. Mais en fait, là, ça dérange peut-être moins parce qu'il traite du coup pas du tout le personnage féminin. Bah, Le ça dérange problème aussi, peut-être- c'est quand non, même une des- non, c'est dérangeant, mais ce que je veux dire, c'est que ça choque moins aux yeux, tu vois. Genre là, je veux dire, même sans être sensibilisé, tu commences le film, tu tombes quand même sur des filles nues. Une des Ouais, premières mais ça, c'est répliques, c'est de l'extrait, dire. justement. Oui, bien sûr. Enfin, Si, ils te mettent face à ça pour te dire en gros, bah, t'es à la place d'un gros voyeur dégueulasse, et tiens, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils te mettent dans la peau de Carpenter, et là, c'est un Mais héritage par rapport aux oui, autres films. mais Je veux dire, là, c'est pas lui qui montre, il prend l'héritage de Carpenter et de D'Argento pour te montrer ça. Je veux dire, c'est pas lui qui décide de faire ça à ce moment-là, et dans Carrie, je reprends cette scène-là parce qu'effectivement, elle est Mais marquante. Carrie, je suis pas d'accord, moi. Ok, bah, Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est le summum du problématique de ces années-là. Et pourtant, c'est le c'est seul à pas- parler c'est pas, du personnage féminin comme ça, tu vois, et qui arrive à prendre un personnage féminin comme personnage central de son film Bien pour sûr. arriver à dire qu'en fait, c'est pas normal qu'elle soit discriminée à ce point-là, etc. Bien sûr, Les bien règles, sûr. etc., Mais en attendant, et- est-ce que c'était nécessaire cette scène d'ouverture avec des jeunes filles nues, quoi? Bah, Oui, pour voilà, pour Mais mettre même- le spectateur dans cette position de se oui, dire. Mais c'est- non, je pense que c'est juste, pas- il y a non. la position, elle est purement voyeuriste, et même si tu Bah, dis. pour le mettre là-dedans, ouais, c'est ça. Pour le Oui, mettre mais dans est-ce cette que le position dégueulasse. spectateur va se dire ça, tu vois, ou va juste dire, bah voilà, des filles nues, et puis tu traces l'œil, etc. Et puis quand. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, Ah bah c'est- si. oui, peut-être qu'il y a des gens qui le Les- font les- comme ça, mais De Palma, les quand il fait filles son nues, film, c'est il des- J'ai pense pas l'impression à que c'est ça. un peu, c'est inhérent, enfin, parce que moi j'ai vu Carrie très très jeune et moi ça m'avait troublé dans ce truc moi c'est là que j'ai compris que c'était pas pour mon âge et que j'étais en mode genre ah ok donc là c'est un truc Bah, le film est pas pour ton d'adulte âge, et de oui de, bah, voilà mais et de ce enfin moi j'avais bien compris tout l'aspect enfin ouais je sais pas enfin pour moi si c'est ça qui veut montrer quoi. Mais en fait, Enfin, il veut montrer, je pense qu'il veut mettre le spectateur dans cette position de voyeuriste pour lui dire en gros que ta position est dégueulasse. Et à chaque fois dans ces films, c'est ce que je retrouve, enfin, pas dans chacun de ces films, mais en tout cas dans ces deux-là, et dans Dress to Kill qui vient juste avant, Pulsion en français, bah, je trouve qu'il y a encore cette dimension-là où en fait, on met l'homme, parce que je trouve que c'est un cinéma qui est destiné aux hommes, c'est un peu horrible, mais voilà, ou même le spectateur dans cette position de voyeuriste pour lui dire que ta position n'est pas une bonne position et est dégueulasse en fait. Et ta position de personne qui regarde la jeunesse, qui regarde le féminin comme ça. Mais les gens c'est sont une pas bonne mal à position. l'aise parce que genre le cinéma, le principe Bah, moi, du, ça du- met mal à du l'aise la côté. position de Carrie, tu vois. Oui, mais toi ça te met mal à l'aise, oui, parce que forcément. Parce que je suis gay, c'est ça je... Non, absolument pas, parce que tu es sensibilisé à toutes ces questions-là, mais le principe du cinéma en tant que enfin, dans cette optique-là voyeuriste, c'est tu regardes sans être vu, et donc tu es à l'abri dans un petit cocon, et qu'effectivement tu peux être là. Et qu'on on te va pas, tu regardes sans être vu, et que donc il y a une espèce de... Le spectateur est protégé, et donc je pense que nous, en étant sensibilisés, et patati et patata, en étant un peu aware de cette manière-là de représenter, la manière de filmer, on s'en rend compte, et je peux entendre l'analyse que tu en fais et que je trouve très très intéressante, mais le spectateur lambda, les hommes à qui est destiné ce film, ne vont pas forcément avoir justement Pour qui tu fais un film aussi, je veux dire, moi si un jour je fais un peut-être que film... le début je de voudrais- Blowout un peu plus parce que c'est marqué par la parodie, mais dans Carrie moins. Et j'entends tout à fait ce que vous avez à dire, et vous avez raison parce que j'entends vraiment ce que vous dites, et Mais oui, et j'entends ce que tu dis aussi, c'est juste que voilà, on part de... on parle aussi de nos... on part de points différents et c'est grave ok. Et c'est super intéressant de discuter comme ça. Ouais, non, d'office. Mais il y avait autre chose dont vous vouliez parler dans le film moi j'ai encore 2-3 trucs, mais... Vas-y, le temps qu'on réfléchisse et on rebondira peut-être. Ben, j'aimerais parler aussi du photographe, moi, justement. ouais. Ah, Je oh. trouve qui est pas mal intéressant. Au départ, je pensais que ça allait faire la liaison avec cette scène d'animation où en fait il prend les photos du photographe. Déjà, il doit aller chercher Ouais. tout ça. Et après, il y a cette scène de stop motion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui, mais où oui, bien il sûr. prend le truc. Oui, je sais pas comment ça Ouais, s'appelle. ouais, allez, Les petits livrets qu'on. image par image, justement, c'est des. Flipbook. Oui, Ah, et c'est merci, Lucie qui gagne Lucie. le prix d'intellect. Bien joué, Lucie. Effectivement, les flipbooks, du coup. Et là, son petit flipbook. Et je trouve que cette scène est géniale où il essaie de faire après avec le son. Et on a vraiment un truc du cinéma qui se fait vraiment image par image. Et donc là, on a ce truc de bah, tiens, comment est-ce qu'on fait pour faire un film? D'abord, on va prendre les photos une par une. Photo une par une fois qu'on les anime, bah, ça donne déjà une première étape. Une fois qu'on prend une vraie photo
script du coup qu'on arrive à animer sur un film de cinéma, on arrive à faire un film. Et après, une fois qu'on a le film, on doit faire avec le son pour arriver à faire un truc. Puis on doit essayer de calibrer le son, on doit essayer de s'amuser à faire ça. On va mettre des croix, on va mettre le S, etc. pour voir justement à quel moment est-ce qu'on fait. Je trouve que cette scène-là, c'est ma scène préférée du film, je pense, parce que justement, on voit en live comment est-ce qu'on fait un film, et surtout un film presque d'animation. Et ça, j'adore. Enfin, j'ai trop aimé cette Ouais, scène. non, c'est une très belle mise en abîme de fait. Ouais, j'ai trop kiffé de ouf. J'avoue. Je sais pas si vous aviez autre chose, vous. Bah, t'as Ok, déjà- je peux continuer. Bon, on a déjà parlé, moi, de l'étalonnage et de fait l'utilisation du rouge et du bleu qui, moi, m'a vraiment marqué aussi. Et surtout dans cette scène finale-là, mais Ouais. on en a déjà dit beaucoup, donc... Oui, ben, je trouve qu'une autre particularité de ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan séquence. Il faut savoir que c'est normalement la marque de fabrique de Palma. Mhm. Le plan séquence, par exemple, dans Snake Eyes, on commence avec le plan séquence de 14 minutes, truqué évidemment. Dans Carrie, on a un plan séquence de fou. Dans plein de films comme ça, on a des. Dans tous ces grands films, en fait, on a sur des plans. Scarface, un plan séquence de dingue aussi. Il y a beaucoup de plans séquences qui sont connus là-dedans. Il n'y a pas de plan séquence qui me reviennent en tête et qui est marquant en tout cas. Mais parce que justement, il joue avec cette bibonnette qui permet justement d'avoir beaucoup plus de plans. Ouais, et donc en oui. fait, il joue tout le temps avec ça. Et je trouve que c'est quand même notable pour avoir son film majeur où il n'y a pas vraiment sa signature de base. C'est quand même un peu drôle. Et Oui, je- comme tu dis, mais il retourne avec la bibonnette qui lui permet de faire plus ou moins la même chose, mais différemment. Ouais, non, c'est sûr. Et j'aime bien. Héloïse me regarde en mode moi, j'aime rien, Marco, donc arrête de me regarder. Mais oui, mais j'allais dire, enfin moi je sais que la scène que tu disais avec le truc de cinéma, d'image, etc. Effectivement, j'en sais très bien. Moi je l'ai passé, voilà. Passé Donc, ah oui, mais moi j'avais envie que le film se termine, hein. Donc j'ai passé des scènes moi. Wow. Donc ouais, j'étais très énervée. Mais ouais, donc c'est pas moi qui vais vanter les louanges du film. Mais de fait c'est très bien et c'est très, c'est un beau geste et tout. Mais oui, mais je sais que en plus, je titille Eva parce que j'ai regardé une partie du film à la Bibli et j'étais vraiment en mode genre, ok, même le son, ok, genre, ok, corps. Non. Et j'étais trop saoulée, genre. Et la Et donc musique, vraiment, justement, on peut faire un mini parallèle par rapport à la musique qui est absolument géniale. La mort de Sandy et Harry. Félicien, je compte sur toi pour le mettre à un moment dans les musiques du truc. Mais waouh, enfin, la musique est géniale quand il la prend dans ses bras, etc. La musique uniquement quasiment faite au violon et tout ça, avec justement ce Pino Donaggio qui fait tout le truc. Enfin, c'est brillant la musique. La musique est vraiment épouse justement la forme du film avec le carrousel qui tourne justement et on est sur un rapport avec les deux. C'est brillantissime et elle sera réutilisée d'ailleurs en fun fact dans Boulevard de la mort du coup de Quentin Tarantino où en fait on a de nouveau cette musique là avec le même truc et qui est un bel hommage je trouve. Oui. tu parles de Quentin Tarantino, j'ai envie de continuer à faire ma rageuse. Le fait que c'est un de ses films préférés, pour moi, est un assez bon indice sur le fait que t'es oui. Voilà. Je suis pas un fan de Tarantino mais c'est dans son top 3 de ses films préférés il le dit. Ouais. Mais même le fait C'est que dans son top 2. Tell me if I'm wrong, mais j'ai l'impression que sans Blowout, il n'y a pas de Pulp Fiction, genre. Non. Enfin, Bah, c'est un J'ai l'impression que Blowout, c'est- c'est matriciel pour pas mal de cinéastes. c'est ça. Ouais. Et même pour John Travolta et tout, est-ce que c'était pas un peu un creux Parce que pour Enfin, Travolta, ça signifie rien vu que le film est un parce qu'il four. Certes. Certes, mais parce que je me demandais s'il n'y avait pas ça avec du coup Tarantino qui aimait bien le film, qu'après il y a eu Travolta dans son film et qui aussi c'est en C'est switch. plus Boulevard de la mort qui arrive plus tard, Ok, qui ça sera va. l'hommage du coup à Blowout. Mais c'est vrai que c'est un Ok. film matriciel donc peut-être que Ok. c'est par là qu'il a découvert Tarantino, Travolta. Ouais. Mais Maybe. je sais pas trop, Ouais. pour être honnête. Ah, c'était une random question, voilà. Mais merci. Oh, voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport au film. Moi, j'ai non, tout dit, je moi j'ai tout dit. Oui. Je vous conseille du coup de regarder le film, vraiment. Oui, il faut le regarder. C'est hyper intéressant. Surtout s'il y a encore là maintenant des. Je sais pas s'il y aura toujours. C'est 2 semaines, donc je pense pas qu'il y aura. Ouais. Vous Bah, l'avez loupé, je suis désolé. C'est ok, c'est ok. Mais oui, regardez-le, n'hésitez vraiment pas. Comme je le disais tout à l'heure, mais De Palma a fait vraiment 2-3 chefs-d'œuvre qui sont vraiment regardables. Phantom of Paradise, du coup, tu pourrais adorer parce qu'il y a l'actrice qui joue dans Mais- Suspiria, qui joue le rôle principal. Mon Dieu. Oui. Comme quoi, Argento est pas très loin non plus à chaque fois de son cinéma. Ouais, Mais voilà. Celui-là, tu l'aimeras bien. C'est très différent. je ferai un update. Il me reste plus qu'à vous dire déjà, à vous dire au revoir. Oui, presque mon adieu. Dieu. Ah non, pas Don't adieu. say that. Petit adieu, un petit I'll adieu. Donc cry. avant de dire adieu, c'est vrai que vous ne le savez sûrement pas, mais on va avoir nos examens bientôt. Et qui dit examen dit travail acharné et surtout plus le temps d'enregistrer pendant 6 heures ce genre d'émission. On ira encore de temps en temps au cinéma, j'imagine. Bien Mais c'est vrai sûr. qu'on n'aura plus le temps de continuer pendant 2 petits mois. Mais avant de partir, est-ce que vous avez des films qui vous tentent, qui vont arriver les 2 prochains mois? Normalement, on fera peut-être sûrement des épisodes fin du mois de juin, donc après nos examens. Si vous avez des films qui vous intéressent, je peux commencer si vous voulez. Oui, vas-y, parce qu'il faut que je reprenne Ouais. ma petite note. Moi, il y en a 3 que j'attends beaucoup. C'est Diablo Prada 2, qui, voilà,
Mary Streep, donc c'est oui. Le prochain Spielberg, parce que Spielberg, c'est un de mes très 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 grands réalisateurs, enfin c'est un de mes préférés, de loin, que j'attends avec impatience. Je trouve que tous ces films sont trop bien. Et le dernier, c'est celui qui sort mercredi passé, donc pour vous, qui est Useful Ghost, qui va être mais génial. Enfin, le plot du film, c'est des gens qui se réincarnent en objets ménagers style aspirateur et qui tombent amoureux. Enfin, ça a l'air d'être génial. Enfin, moi, c'est le truc qui... Donné. Ouais, Ah oui, ouais. oui, ça Et a c'est l'air un prix spécial à exceptionnel. Cannes, incroyable, semaine de la Oh. critique. Donc ça doit au moins être chouette. Est-ce que vous avez des films qui vous tentent, vous? Bah, moi, sûr. c'est pas très original parce que c'est aussi Useful Ghost. Donc, Et on est d'accord, j'ai trop envie d'aller le oui, voir. Ouais. il a l'air vraiment très chouette. 2h15 donc, l'aspirateur, ça va être génial. Mais oui, Mhm. donné. Mais oui, moi, ce sera celui-là, je pense. Bah, moi, pareil, Useful Ghost. Die My Love, qui est déjà sorti il y a déjà un petit temps, mais qui Qui sort enfin en Belgique, ouais. sort enfin en Belgique, qui m'intrigue beaucoup. Love Me Tender, forcément. Et là, récemment, j'ai vu passer que, c'est quoi, de mi-mai ou peut-être un peu après, le prochain Almodovar. Alors, je suis pas une grande fan d'Almodovar, mais ça m'intrigue. Moi, je suis fan. Donc, Ouais. Ah, je l'ai même pas vu. enfin, je sais pas que je n'aime pas, c'est juste que je suis un peu, voilà, indifférente. Ah, le Modovar, ouais, j'adore. J'avoue. Oui, mais voilà. Sinon, mais en fait, tout ce que vous avez déjà dit précédemment. Lucie, un film qui te tente? Moi, j'ai trop hâte que Backrooms de Kane Parsons sorte Oh, parce que oui. pendant le Covid, j'étais à fond là-dedans. Il y avait un peu une petite série sur Internet et tout qui était sortie. Et j'ai trop hâte. Et en plus, il y a Renate Reinsve qui joue dedans. Donc, je suis trop contente. Ceux qui ont entendu ma première intervention sur ce podcast savent à quel point je l'aime bien. Et donc, je me dis, elle est un peu en train de percer là, je crois. Donc, je croise les doigts pour voir ce que ça va donner. Backroom, c'est À un film 24, d'horreur, je pense. c'est ça? Je pense que ça Ouais, va être hein. un peu angoisse. Je savais et pas que t'aimais bien tout, le film d'horreur, mais c'est cool. Ouais. Mais elle Je est trop suis pleine dark. de surprises, Mais les t'avais amis. bien aimé, c'est toi Mais qui avais il bien aimé sort au- Exit 8. J'avais bien aimé, c'était Ouais, chou. mais c'est peut-être c'est un peu c'était dans génial, le tu veux même dire. délire. Ouais, c'était chou, j'avais bien aimé. Mhm. Moi, En plus, si c'est A24, Backroom, Ben, en il me plus, semble que c'est A24. Je je pense laisse à qu'ils ont 24, vraiment ouais. bien respecté le truc de base parce que du coup, le réal, c'est celui qui avait lancé un peu cette trend-là pendant Ah le ouais Covid. Et donc, il a Ken eu l'air Person. d'avoir vraiment respecté à fond les trucs de base, enfin la série de base, dans le sens où même les bandes son, les musiques employées et tout, Ouais, de c'est la fou, bande-annonce, ouais. du moins, ça a l'air d'être les mêmes. Bah, je regarde Donc, la petite fiche technique. Direct by Ken Person, written by Kane Person et based on, encore une fois le même. Je Ouais. vais pas redire son nom parce que ça me saoule, mais... Et je il a vois genre les... notre âge. Hein. Ouais, c'est ça. Et il est Ah, genre... c'est fou. Ah ouais. Ouais, et les acteurs, Oula, Renate oui. Reinsve joue... Enfin, Ça- t'imagines oui, ça avoir a comme l'air très actrice intéressant. Renate Reinsve à notre âge. Ouais. Non, C'est c'est oui. assez fou, donc trop hâte de voir. Mais est-ce qu'il sortira au Grignou? Je ne sais pas du tout. Oh, à mon avis, il me semble que C'est j'ai de vu l'horreur, fin hein. juin Les Grignou ou sont pas super mi-juin. fans de l'horreur. Je pense que si. Hein. Les backrooms, moi, je sais que n'étant pas du tout une madame d'internet, je vois plus ou moins ce que c'est. Et si c'est un film à 24, ils vont faire rentrer des gens. J'espère. Honnêtement, j'espère parce que j'irai le voir dans le Pirica à Bruxelles. Mhm. Hein, mais... Ah ouais, non, j'ai trop hâte. D'ailleurs, j'y pense, mais La Momie qui est en ce moment au cinéma, une tuerie. Ah ouais. Ouais, une tuerie, Ah une pure ouais. tuerie. J'ai adoré. Il y a du Purée. sang partout. Ils maltraitent les gosses. Ouais. Pardon, c'est un Miam. petit truc, mais si vous aimez bien les films d'horreur, en ce moment, Palace, Kinépolis, etc., il y a La Momie. Incroyable. Enfin, Ok. un gros film d'horreur trop bien. Bref, pardon. Félicien. Il reste pas beaucoup de choses, hein. Si ce n'est Toy Story 5. Ah Personne oh. n'a encore cité. Ouais, parce qu'il m'intéressait pas. Ok, et bah moi, si, toujours. J'irai le voir, ouais. Pas J'accepte. d'autres choses à dire, mais sinon, tous ceux que vous avez déjà dit, évidemment, Ok. m'ont l'air vraiment Oui. superbes. Oui, non, franchement, il y a des trucs qui vont être chouettes quand même. On Oui, aura oui. de quoi faire Ouais, de temps c'est en sûr. temps, une petite pause. Il me reste plus qu'à faire la phrase conclusive, mais avant ça, au revoir. Au Au revoir. Au revoir. Et donc j'en finis en citant un autre mec blanc cis hétéro que la semaine passée. Félicien, dis-moi, tu es entouré. Et cette fois-ci, je vais citer De Palma qui C'est reprend vrai. la phrase de Godard et ce n'est pas une blague. Oh. Donc il va dire, effectivement, la photographie c'est la vérité, mais le cinéma, c'est un mensonge 24 fois par seconde. Ah, putain. Trop vrai. Ouais, c'est beau. Et excellente semaine. Excellente Bon semaine. examen à celles et ceux qui en auront. Ah. Ouais, bonne Et bloc, courage à nous d'abord. les gars, courage à nous. Courage. Au revoir. Au revoir. Bisous.